Bienvenue dans le labo d'Hippocrate. Je suis Léo, médecin en fin de formation, et chaque semaine, je vous accompagne pour mieux comprendre le fonctionnement de votre corps et de votre santé. Ensemble, nous découvrirons des conseils pratiques basés sur la science, des avancées fascinantes issues des dernières études et les expertises d'invités inspirants. Vous méritez une santé optimale et un bien-être durable. Ici, on transforme la théorie en action concrète. J'espère que vous êtes prêts à atteindre la santé que vous méritez. On est parti pour l'épisode du jour. Kevin, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le labo d'Hippocrate. On va commencer comme on fait habituellement ici, avec une petite présentation de ton côté. Ouais, merci Léo. Alors moi je m'appelle Kevin Cessel, je suis diététicien nutritionniste et j'ai aussi un doctorat en nutrition et en métabolisme. Donc en fait il faut savoir que le diplôme en France pour être diète, en tout cas à mon époque c'était soit le DUT soit le BTS, donc j'avais fait le DUT moi. Et après le DUT, sous l'impulsion d'une de mes profs, elle me disait tu te poses quand même beaucoup de questions, tu me demandes toujours pourquoi les recommandations, elle me dit je t'invite quand même plutôt à continuer tes études. Puis ça m'a beaucoup inspiré en fait le parcours qu'elle avait. Elle avait une activité de recherche, une activité d'enseignement, une activité de diète en libéral. Je me disais waouh, c'est incroyable. Et du coup, j'ai continué mes études. J'ai fait une licence de physiologie animale. Après, j'ai fait un master recherche, régulation, cardio, métabo-nutrition. Et à la suite de ce master, du coup, pendant mon stage, on m'a proposé de faire une thèse. Donc, j'ai fait une thèse de sciences. Moi, mon sujet de recherche, il fait toujours sourire entre guillemets. C'était de voir les adaptations du corps humain à la suralimentation. Donc, c'était de voir finalement chez les jeunes hommes comment on s'adapte quand on augmente les apports caloriques et surtout on les augmente sous forme de malbouffe. Donc moi vraiment mon sujet de thèse c'était de voir la surnutrition pour un homme comme moi. Donc on l'adaptait, on augmentait les apports de 50%. Donc ça fait des beaux apports. Ça représentait globalement de manger comme d'habitude et en plus de rajouter 2 pains au chocolat, 2 petits paquets de chips, 2 Mars et 2 canettes de Coca tous les jours pendant un mois. Et donc on faisait une batterie de tests avant de commencer l'étude et une batterie de tests à la fin. Et puis on avait 2 groupes. On avait un groupe placebo, puis un groupe polyphénol parce qu'on suspectait potentiellement les polyphénols de pouvoir finalement aider le corps à mieux s'adapter. Résultat des courses, pas trop parce que l'effet de la malbouffe est tellement puissant que les polyphénols sont assez mineurs là-dedans. Et après du coup ces 3 années de doctorat, je suis parti à Lausanne faire 3 années de post-doctorat. Et là j'ai travaillé avec 2 génies qui ont pris leur retraite sur le fructose, à savoir professeur Luc Tapie et docteur Philippe Schneider. Et on a beaucoup travaillé sur le métabolisme du fructose, sur essayer de quantifier un petit peu où est-ce qu'il va, comment il va, etc., etc. Et après ça, du coup, je suis revenu à Lyon. Et là, actuellement, j'exerce une double activité, l'activité de diète en libéral et une activité d'enseignant à la fac, dans différents établissements de l'enseignement supérieur, aussi bien privé que public. Et puis après, je donne des conférences. J'ai aussi une chaîne YouTube. Je pense que c'était comme ça qu'on s'était rencontrés sur LinkedIn et sur les réseaux. Donc voilà un petit peu mon parcours. Exactement. On s'est rencontrés à cet endroit-là et puis c'est vrai que le contenu que tu fais sur YouTube est très didactique, donc ça prendra un épisode plutôt riche aujourd'hui et puis on aura l'occasion de revenir sur ce fructose et un peu tous ses effets sur le corps. Alors moi, l'épisode d'aujourd'hui, j'aurais aimé surtout qu'on aborde la partie tout autour du sucre et des glucides et comme avant toute chose, avant d'aborder un sujet, on aime bien le définir. Donc, est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus sur le sucre, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et quel effet il a sur notre corps? Déjà, quand on parle de sucre, le terme sucre, déjà, il faut redéfinir ce que c'est parce que souvent, si tu parles à un scientifique de sucre, lui, il va considérer les glucides au sens large. Alors que dans le langage courant, quand on parle de sucre, on parle forcément du coup des glucides simples. Donc déjà, c'est un petit peu différent. Alors pour faire simple, les glucides complexes, c'est ce qu'on retrouve dans les produits qu'on appelle les féculents. C'est finalement des polymères de glucose, donc des glucoses qui sont en chaîne les uns à la suite des autres. Et qu'on retrouve beaucoup dans les pommes de terre, les pâtes, le pain, etc. Donc souvent, celui-là, quand on parle de sucre, on l'écarte parce que finalement, on ne considère pas ça comme étant un produit sucré. Les sucres qui vont nous intéresser du coup aujourd'hui, ça va être ce qu'on appelle les glucides simples. Donc dans les glucides simples, on en a 2 catégories. On a les monosaccharides. Il y en a que 3, c'est assez simple. En fait, c'est un peu des briques élémentaires. Souvent, quand j'image à mes étudiants, je parle de briques de Lego. Donc on a 3 briques de Lego essentielles. Le glucose, le fructose et le galactose. Et après, ces briques, on peut les combiner les unes avec les autres et on va obtenir ce qu'on appelle des disaccharides. Et un qui est très connu, du coup, c'est le sucre de table, c'est le saccharose. Donc, c'est une molécule de glucose fixée avec une molécule de fructose. On va avoir le lactose, qui est bien connu aussi, le sucre du lait. Donc, glucose et galactose fixés ensemble. Et après, il y en a un qui est plus anecdotique, qu'on connaît un peu moins, c'est le maltose, qui sera glucose et glucose. Donc, finalement, quand on parle des sucres, dans le langage courant, on va parler de ces mono et disaccharides. Donc, les 6 que j'ai cités, 3 briques élémentaires et 3 disaccharides. Et après, alors, à quoi ils servent, tu me demandais, du coup, je rebondis un peu sur ce que tu me disais comme question. Finalement, le but du jeu des glucides au sens large, c'est de fournir de l'énergie au corps. C'est vraiment le principe fondamental.
ça apporte des calories. Donc, 1 gramme de n'importe quel glucide, ça apporte 4 kilocalories au corps. Donc en fait, le corps, pour lui, c'est un peu comme un carburant. Comme une voiture, on met de l'essence, dans notre corps, on met des glucides pour carburer. Et il va être un peu particulier, notamment le glucose, parce que c'est ce qu'on régule finalement très fortement au niveau sanguin, donc la glycémie. Alors on régule très finement, pourquoi? Parce que si on descend en dessous d'un certain seuil, on est en hypoglycémie, on risque de perdre connaissance et on risque même de mourir dans certains cas graves. Et à l'inverse, quand on est au-delà d'une certaine norme, on parle d'hyperglycémie, et ces hyperglycémies vont avoir tendance en fait à être toxiques pour le corps si elles sont trop importantes. Et elles peuvent même induire après des décompensations, ce qu'on retrouve des fois chez le diabétique. Et ça, en fait, du coup, le corps le régule excessivement bien, grâce notamment au pancréas, qui joue le rôle de chef d'orchestre, hein, qui fait que dès qu'on mange des glucides, le taux de sucre, donc le taux de glucose dans le sang augmente, le pancréas le détecte, il se met à sécréter de l'insuline, et l'insuline, ça va être un peu l'hormone, on va dire, de l'abondance. Elle va dire à tous les organes, servez-vous, prenez le glucose qu'il y a dans le sang, faites des stocks de glycogène, faites des stocks de graisse avec ce glucose potentiellement, et le glucose va redescendre et va revenir dans une norme classique. Et en fait, le pancréas va toujours avoir ce rôle de réguler, soit pour faire augmenter, soit pour faire baisser. Et après, un petit point particulier quand même pour le glucose, c'est que c'est un substrat exclusif. Alors, notre cerveau aime beaucoup de glucose. Il est pré-câblé glucose. C'est-à-dire que dès qu'il y a du glucose, lui, il le consomme coûte que coûte. Et c'est ce qu'on va retrouver notamment chez les gens qui ont une alimentation, on va dire, classique. Le cerveau va être pré-câblé glucose. À l'inverse, les autres organes, ils sont un peu hybrides. Ils peuvent utiliser soit les acides gras, soit les glucides. Donc, ils ont quand même une souplesse qui est plus importante. Et il y a d'autres cellules qui sont, on va dire, exclusivement pré-câblées glucose, c'est les globules rouges aussi. Notamment. Ok. Alors pour les neurones, c'est un peu moins vrai parce qu'ils peuvent aussi brûler des corps cétoniques, c'est ce qu'on retrouve dans le régime cétogène, mais globalement la glycémie est quand même maintenue d'une autre manière. Je rentre directement dans le vif du sujet, c'est vrai que le sucre, c'est quelque chose d'assez diabolisé un peu sur les réseaux, sans qu'on considère un peu comme responsable de beaucoup de maladies. On sait qu'il y a certaines maladies, oui, en effet, sont responsables par une surconsommation chronique de sucre, comme le diabète. Est-ce qu'on peut faire un petit peu le point justement sur comment ces maladies-là peuvent arriver et quelles sont les conséquences d'une surconsommation chronique de sucre? On va dire la surconsommation chronique de sucre, elle a d'abord un effet sur finalement l'organisme dans son ensemble. Alors ça, c'est un truc, on a du mal un peu à refaire, on va dire, le cheminement classique de comment ça se matérialise et qu'est-ce qui va se passer en premier, donc on va dire la dynamique de comment l'émergence de ces pathologies vont arriver. Ce qu'on arrive à peu près à comprendre, c'est que globalement, des grosses consommations de sucre simple, donc à savoir à la fois le glucose et le fructose, détériorent un peu le métabolisme glucidique du corps, ce qui fait qu'on développe au départ ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. Donc il y a plein de choses qui vont commencer un peu à se déréguler dans le corps. Le fait qu'on ait un excès de calories aussi fait qu'on va avoir tendance à accumuler du tissu adipeux. Et dans le cadre du fructose, on s'est aperçu qu'on accumule plutôt du tissu adipeux viscéral. Et ce tissu adipeux viscéral, donc qui est vraiment localisé sous la paroi abdominale, il est connecté à la circulation du coup qui est au niveau de la veine porte et donc qui va irradier le foie en permanence. Donc ça aura une incidence qui sera un peu particulière. Et ce qu'on s'aperçoit en tout cas avec des fortes consommations de fructose notamment, c'est que le foie va commencer à développer ce qu'on appelle du foie gras. Donc c'est une légère stéatose qui va commencer à débuter. Il faut voir un peu le gras dans le foie comme quelque chose qui va venir encrasser le bon fonctionnement du foie. Et il faut savoir que le foie, en fait, le problème, c'est qu'il régule en grande partie le métabolisme glucidique de notre corps. C'est-à-dire qu'il est aussi à l'origine du maintien de la glycémie, parce que c'est lui qui fait des stocks quand on vient de manger, et c'est lui qui déstocke quand on est entre deux repas. Le problème, c'est que ça, c'est sous l'impulsion de l'insuline. Et si le foie commence à moins bien réagir à l'effet de l'insuline, ça va commencer à induire des légères augmentations de la glycémie. Et en fait, on peut dire que c'est les prémices un petit peu du diabète de type 2, ce qu'on appellerait généralement le prédiabète ou l'intolérance au glucose. Donc on commence à développer l'insulinorésistance. Et cette insulinorésistance, quand on raisonne sur 5, 10, 15, 20 ans, elle va commencer à perturber aussi le bon fonctionnement de l'organisme dans son ensemble, à modifier les concentrations, le profil lipidique sanguin par exemple, et potentiellement faire en sorte qu'on développe de l'athérosclérose, qu'on développe du diabète de type 2. Donc l'athérosclérose sera à l'origine de la majorité des maladies cardiovasculaires. Et le diabète de type 2 va en plus renforcer ces phénomènes. Et après, il peut y avoir toute une pléiade de pathologies qu'on peut retrouver à cause de ça. Ouais. Mais encore une fois, il faut garder en tête qu'on est en train de parler ici d'une consommation excessive et non pas d'une consommation, on va dire, normale. Parce que souvent, en fait, il est diabolisé, mais je veux dire pour notre corps qu'on mange des pommes de terre ou qu'on mange du sucre, on va dire du glucose pur, finalement, la matière première que notre corps va utiliser, c'est la même. Donc des fois, à vouloir trop stigmatiser l'un par rapport à l'autre, on n'en arrive pas forcément à des bonnes choses. Ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. La problématique ici, c'est de se dire à partir de quand ça devient excessif.
rapport à ça? Est-ce que c'est vraiment seulement en situation hypercalorique que ça finit par être excessif, ou on peut avoir aussi des problèmes type prédiabète, début de résistance à l'insuline, même si on a une consommation isocalorique par rapport à nos dépenses ou hypocalorique? Ça, c'est un grand débat. On n'arrive pas vraiment à répondre parce que on n'a pas de modèle réellement de recherche clinique qui nous permettent de répondre. Et puis surtout, il faudrait des modèles de recherche clinique sur du long terme. Et c'est là où on est bridé un petit peu en recherche clinique, c'est que nos modèles, c'est souvent des modèles court terme ou moyen terme. C'est-à-dire qu'on dépasse rarement les 4, 5, 6 mois de protocole. On va pas faire des protocoles pendant 5 ans. En tout cas, pour quand on modifie vraiment l'alimentation d'une personne. Donc, on est toujours un peu embêté de pouvoir bien répondre à cette question. Alors, ce qui est à peu près établi, c'est que quand on en surconsomme, oui, c'est excessivement néfaste pour notre corps. En isocalorique, c'est peut-être moins sûr, même s'il y a quand même des petites pistes de se dire, bah, même si on fait de l'isocalorique, si la majorité de notre apport en glucides n'est pas fait sous forme de féculents, mais plutôt fait sous forme de sucre simple, peut-être que ça peut quand même être délétère pour le corps. Parce que les index glycémiques seront différents, et ça peut du coup être une des choses qui va se matérialiser. Et souvent, ce qu'on démontre, c'est plutôt en conditions d'excès calorique. Sauf qu'il faut garder en tête que la majorité des produits industriels, et surtout ceux sous forme liquide, donc notamment les sodas ou les jus de fruits, ont très très peu d'impact sur le comportement alimentaire. Moi, un exemple que je donne toujours à mes étudiants, c'est et puis c'est on va dire une preuve de concept qui est assez simple à raisonner, c'est de se dire, ok, imaginons que je vienne un jour au labo le matin, et puis on me dit, voilà, tu bois du jus de pomme autant que tu veux jusqu'à ce que tu aies plus faim. Je vais peut-être en boire 1 litre, 1,5 litre, avant vraiment de me dire, ok, j'ai plus faim. Maintenant, on fait la même expérience le surlendemain, mais cette fois-ci avec de la compote de pommes. Bah, on va peut-être en consommer un peu moins. Et puis si on refait la même expérience en mangeant des pommes, bah, on se rendra compte qu'on en consommera encore moins. Pourquoi? Parce que là, on a une transformation qui est différente, un apport calorique liquide, on va dire mou pour la compote ou solide pour la pomme. Et en fait, ça va modifier aussi le comportement alimentaire. Donc finalement, un des défauts, on va dire, des sucres simples sous forme liquide ou sous forme ultra transformée, c'est qu'ils peuvent ne pas modifier correctement le comportement alimentaire, ce qui fait qu'on peut se retrouver spontanément, sans faire trop gaffe, en léger excès calorique. Et c'est là où, en fait, du coup, ils vont être un peu plus diabolisés, ce qui est pas faux, mais ce qui est, on va dire, trop caricatural, à mon sens, c'est jamais blanc ou noir, quoi. Je veux dire, la physiologie est tellement complexe que c'est un peu plus complexe que juste ça. Ouais, c'est vraiment quelque chose que je dis à chaque fois. De toute façon, dès que vous avez quelqu'un qui vous dit cette chose-là est 100% mauvaise pour vous et va vous tuer, bon, passez votre chemin, ça, c'est bon, Ouais. aucune réelle valeur scientifique. Ouais. Donc, ça veut dire que même si on consomme pas forcément de sucre simple, mais qu'on consomme des sucres complexes sous forme d'amidon, de féculents, tout ça, mais qu'on les consomme aussi de manière trop prolongée et trop importante, on aura aussi les mêmes risques que si on consommait des sucres simples de manière trop prolongée, trop importante. Là, pour le coup, il y a des belles études qui ont été faites. Typiquement, il y a une étude de cohorte qui résonne avec un gros panel de participants, c'est la Pure Study. Eux, ils ont fait des modèles mathématiques en évaluant finalement les apports glucidiques des personnes et en évaluant leur risque de mortalité et leur risque de développer des pathologies cardiovasculaires. Et ce qui montre bien, c'est que finalement, on va dire entre 40 et 55% de notre énergie sous forme de glucides, le risque, il flirte avec le 1. Autrement dit, on a un risque normal. Et à partir du moment où on dépasse ces 50-60% de glucides dans notre apport énergétique, et ils font pas de distinguo sucre simple, sucre complexe, ils mettent tout dedans, on s'aperçoit que là, ça augmente assez vite. Autrement dit, à partir du moment où on dépasse un certain mix énergétique sous forme de glucides, eh ben, on a tendance à augmenter le risque de mortalité et on a tendance à augmenter l'émergence des maladies cardiovasculaires. Donc finalement, c'est un peu cette idée-là de se dire, bah oui, ce que je peux avoir avec des féculents, si j'en consomme trop, je peux aussi l'avoir avec du sucre simple. Un des effets cumulés du sucre simple, c'est que le sucre simple n'est pas que du glucose. C'est-à-dire qu'il a, généralement, le saccharose qu'on prend, c'est glucose, fructose. Et on sait que le fructose a un métabolisme hépatique très particulier. Et donc finalement, contrairement au féculent, le sucre simple pourrait être encore pire parce que justement, il véhicule aussi du fructose. Mais si on comparait amidon, donc pur glucose, versus du sucre, mais que sous forme de glucose, vraisemblablement, on aura à peu près les mêmes incidences. D'accord. Super intéressant. Par contre, c'est vrai que ce qu'il faut bien réussir à se rendre compte, c'est que la plupart des aliments ultra transformés dans lesquels ils sont très riches en sucre et potentiellement aussi bourrés de fructose, sont souvent associés aussi à énormément d'acides gras saturés et sont de vraies bombes caloriques. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est un sujet qu'on a abordé aussi avec Anthony, où au final, si on consomme que des aliments ultra transformés, c'est sûr qu'on va dépasser notre total calorique journalier beaucoup plus vite que si on mange des aliments entiers. Et c'est vrai que manger une pomme, c'est absolument pas pareil que boire 1 litre de jus de pomme. Ça, déjà, juste en termes de cinétique, hein, ça, il y a des études qui ont été faites sur ne serait-ce que la vitesse à laquelle je peux en fait consommer l'aliment. Une pomme, on est obligé de la mastiquer.
Donc, on va prendre un certain temps avant de pouvoir consommer une certaine quantité de pommes. Donc, si on prend le principe que on mange une certaine quantité de pommes, le jus de fruits, on va le boire quasiment en très très peu de temps en fait. Donc, même ne serait-ce que la consommation est différente. La vitesse à laquelle on peut consommer et le processus physiologique qui en découle est différent aussi. Le fait de boire, c'est pas la même chose que mastiquer. Ouais, complètement. Et les processus qui rentrent dans le fait dans la satiété, au final, dans le fait de plus avoir faim, c'est un processus qui est très complexe avec des hormones qui arrivent, qui sont sécrétées suivant aussi le volume que l'on peut ingérer. Et au final, on peut manger plus d'aliments, mais avec moins de calories, et donc être plus facilement rassasié, ce qui est absolument pas le cas avec les aliments ultra transformés. Et j'aimerais bien revenir un petit peu sur le fructose, justement. Alors, je voulais juste redéfinir avant. Est-ce que tu peux nous redéfinir un peu la graisse viscérale? Qu'est-ce que c'est réellement et l'impact réellement sur le corps? Alors, faut savoir qu'en fait, dans le corps humain, on a deux types de tissus adipeux qui sont complètement différents. On a un tissu adipeux qui est, on va dire, la bonne façon de stocker des graisses, qui est le tissu adipeux sous-cutané. Donc, c'est celui qui va donner lieu à des bourrelets. C'est celui qui va donner lieu à l'aspect cellulite. Il va se localiser généralement plutôt dans la partie basse du corps, au niveau des fesses, des cuisses. Mais on peut aussi le retrouver dans la partie haute, et c'est ce qui va donner lieu à des bourrelets au niveau du ventre. À l'inverse, le tissu adipeux viscéral, lui, il est sous la paroi des abdominaux. Donc, il faut vraiment le voir avec les intestins. Il baigne en fait autour des intestins et autour des organes dans le péritoine. Et celui-ci, il n'est pas câblé sur la même circulation sanguine, parce qu'il est câblé sur la circulation sanguine splanchnique. Donc, autrement dit, tout ce qui part au niveau de l'intestin repasse forcément par le foie, ce qui n'est pas le cas du tissu adipeux sous-cutané. Donc ça, déjà, d'un point de vue, on va dire, physiologique, ils irradient pas les mêmes organes. Et ce qu'on s'est aperçu finalement, ça c'était plus dans toute la recherche qu'il y a eu sur l'obésité, c'est que on va dire qu'on avait à peu près deux phénotypes. On a le phénotype androïde ou gynoïde. Alors c'est des vieux boui-boui, mais ça relate bien de ça. C'est l'idée que si on stocke du gras dans la partie basse du corps, vraisemblablement, ça pose pas trop de problèmes. Et on sait que si on stocke dans la partie basse, c'est plutôt du tissu adipeux sous-cutané. À l'inverse, si on stocke plutôt dans la partie haute du corps, on va plutôt stocker aussi du tissu adipeux viscéral. Et ça a des conséquences majeures sur toute une pléiade de pathologies que ça va induire en fait. Et typiquement, pour imager ça, les études maintenant le montrent assez bien, c'est que en termes de facteurs de risque, l'IMC est une chose. Donc, c'est-à-dire que si on a un IMC trop important, donc l'indice de masse corporelle trop important, on va avoir tendance à augmenter spontanément d'autres types de pathologies. Mais on a un facteur indépendant de l'IMC, c'est le tour de taille. Et en fait, le tour de taille est un bon indicateur, finalement, aussi du tissu adipeux viscéral. Il y a une bonne corrélation, en fait, entre le tissu adipeux viscéral et le tour de taille. Donc, finalement, si on devait imager ça, souvent, moi, l'image que je donne, alors souvent, le tissu adipeux viscéral touche plus les messieurs que les dames. Alors, je dis souvent parce qu'il y a toujours des contre-exemples, hein. Mais souvent, c'est typiquement un monsieur qu'on voit de dos, on se dit, il est mince, et on le voit de profil et on a l'impression qu'il a vraiment le ventre d'une femme enceinte. Donc souvent, ça donne lieu, en fait, le tissu adipeux viscéral, ça donne lieu à des ventres très ronds, bien tendus et sans bourrelets. Et donc c'est ça, on sait que du coup, le tissu adipeux, il est pas sous la peau, parce que s'il était sous la peau, ça donnerait lieu à des bourrelets. Et là, on sait qu'il est sous la paroi abdominale, parce que souvent, d'ailleurs, leur ventre est très dur, parce qu'en fait, les abdos sont par-dessus le gras. Et qu'est-ce qui va faire que... Alors, plein de questions qui viennent en tête. La première, peut-être, ce serait de se dire, est-ce que le fait d'avoir beaucoup de tissu adipeux sous-cutané est quand même un minimum corrélé à la présence de tissu viscéral ou pas? Honnêtement, c'est ultra débattu dans la littérature scientifique. Et on n'a pas vraiment de réponse. Vraisemblablement que les deux sont un peu liés. Alors, un des concepts qu'il y avait au départ en tout cas dans la recherche sur l'obésité, un truc qui a été très longuement étudié, c'est de se poser la question si finalement il n'y aurait pas deux types d'obésité. Une obésité entre guillemets saine, qui est l'accumulation de tissu adipeux sous-cutané, et une obésité qui serait plutôt malsaine, qui serait liée finalement à un patrimoine génétique qui fait qu'on ne sait pas bien stocker le gras, et que le corps, pour le stocker où il peut, il le stocke au niveau viscéral. Alors ça, après, il y a plein de scientifiques qui le remettent en cause en disant que le tissu adipeux sous-cutané a une certaine capacité, et que dès qu'on dépasse cette capacité, automatiquement, ça va aller aussi irradier le viscéral. Donc, il y a un grand débat dans la littérature scientifique de dire, c'est ceux qui diraient de la littérature scientifique, hein, c'est l'obésité métaboliquement saine ou l'obésité métaboliquement malsaine. Il n'empêche que l'IMC en tant que tel est un facteur prédicateur d'autres pathologies. Donc, je pense qu'il y a un peu des deux en réalité. Et on ne sait pas réellement si finalement une obésité entre guillemets saine, c'est-à-dire une obésité plutôt sous-cutanée, ne serait pas, on va dire, le premier pas à potentiellement quelque chose qui va se développer au cours du temps et qui va du coup de toute manière avoir des conséquences dramatiques sur la santé de la personne. Donc là, c'est vraiment, on est sur un petit carcan très spécifique. Hein. D'une façon générale, effectivement, l'obésité est une pathologie qui est liée en fait à une nuisance d'un excès de masse grasse. Mais ce qu'on sait, c'est que la nuisance, c'est-à-dire le côté, on va dire, néfaste pour la santé,
il est d'autant plus prédominant quand on est atteint d'une obésité viscérale. Je pense que ce qui est important à retenir de ce message-là, c'est de se dire que, voilà, même si on a un IMC qui est à peu près dans les clous, et que par contre on a un tour de taille qui est augmenté et la présence d'une obésité viscérale, ça veut pas dire qu'on est en bonne santé parce que notre IMC est correct. Je pense que c'est vraiment la partie la plus importante à se rendre compte. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à faire comprendre aux patients. Ils disent oui, mais je suis pas gros, mais quand il y a un petit ventre et que malheureusement le tour de taille est augmenté, on sait très bien que métaboliquement ça fait vraiment du dégât. Là, c'est vraiment l'idée de, voilà, c'est deux facteurs indépendants. C'est-à-dire l'IMC est un facteur et le tour de taille en est un autre. Donc des fois, tu peux très bien avoir des patients avec des IMC en dessous de 25, c'est-à-dire entre guillemets normaux, mais qui ont des tours de taille très augmentés. Parce que finalement, ils ont commencé à accumuler du gras au niveau des viscères. Et donc, du coup, ils vont potentiellement développer ce qu'on appelle un syndrome métabolique. Je pense que tu dois bien connaître, qu'effectivement, ça a des conséquences majeures, alors même que l'IMC n'est pas hors norme. Et qu'est-ce qui, au final, est-ce qu'on a des pistes pour savoir qu'est-ce qui est responsable du fait qu'on va stocker beaucoup plus en viscéral? Alors, c'est vrai qu'on a parlé du métabolisme du fructose qui est quand même différent. On va revenir là-dessus juste après. Mais est-ce qu'on a d'autres pistes? Est-ce qu'on sait s'il y a d'autres choses, d'autres aliments qui sont responsables de ça? En réalité, on ne comprend pas pourquoi plus un tissu qu'un autre. Ouais. On pense qu'il y a la génétique qui intervient. Donc, il y avait des modèles génétiques qui diraient que, effectivement, finalement, alors, une des théories évolutives que je trouvais assez sexy pour l'expliquer, c'était de se dire, au départ, on était une espèce qui étions, on va dire, sélectionnée sur l'idée de la famine et de la restriction alimentaire, parce que finalement, quand on était des hommes préhistoriques, on n'avait pas accès à des calories tout le temps. Donc, ça avait au départ sélectionné, on va dire, un patrimoine génétique qui faisait qu'on faisait beaucoup et très facilement du tissu adipeux sous-cutané, qui était la bonne façon de le stocker. Et qu'à partir du moment où on a levé cette contrainte de l'environnement, du coup, il y a d'autres génotypes qui sont apparus et qui n'ont pas été sélectionnés. C'est-à-dire que finalement, d'autres génotypes qui sont apparus, donc pas bien stocker du tissu adipeux sous-cutané, stocker plutôt en viscéral, mais vu qu'il n'y a plus de contraintes environnementales pour sélectionner ceux qui savent bien stocker du gras, du coup, les deux génotypes peuvent émerger dans l'espèce humaine. Ça, c'est, on va dire, la théorie, on va dire, génétique. Après, il y a d'autres théories qui seraient liées plutôt, on va dire, au côté microbiote et inflammation, dans l'idée que potentiellement la malbouffe va avoir tendance à sélectionner un mauvais microbiote qui va avoir tendance à induire une inflammation à bas grade, et cette inflammation à bas grade serait potentiellement inductrice du tissu adipeux viscéral. Donc, encore une fois, il y a aucune, ce ne sont que des hypothèses de recherche. C'est-à-dire que là, pour les scientifiques, c'est top parce que ça les stimule à essayer d'aller plus loin. Pour autant, pour l'instant, on n'a pas de réponse concrète. C'est un truc aussi, je pense, important à rappeler quand aussi bien dans le monde médical que dans le monde scientifique, c'est que la science n'a pas réponse à tout. Et ça, c'est un truc que des fois, on n'a pas eu l'habitude, en fait, que le médecin ou que le scientifique ait l'humilité de dire, je ne sais pas. Mais je pense que c'est important parce que du coup, on a maintenant tellement d'informations que il faut justement que les scientifiques et les médecins admettent que malheureusement, on a une quantité finie de connaissances et qu'il y a des moments où on ne peut pas répondre. C'est les limites des connaissances qu'on a. Il faut être humble avec ça et se dire, ce sont des hypothèses. On n'a aucune certitude. 100% d'accord. Et pour le coup, ça c'est quelque chose que les personnes un peu sur les réseaux qui veulent vendre des choses ou qui veulent faire passer un message un peu, un mauvais message, au final, elles vont par des explications pseudo-scientifiques avec des mots un petit peu compliqués et des liens de causalité qui n'existent absolument pas, créer un nouveau narratif autour de ça et sur des sujets qui au final sont en cours d'exploration et dont on ne sait pas trop. Donc c'est vraiment un point très important pour reconnaître quelqu'un qui sait un peu ce qu'il dit, c'est qu'il est en mesure de dire je ne sais pas quand il sait pas. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Tu prêches un convaincu. Et justement, quelqu'un qui est trop convaincu, généralement, c'est quelqu'un qui a très peu de connaissances. Ouais, le fameux effet Dunning-Kruger. Exactement. J'aimerais revenir du coup sur le fructose. Ouais. Quand on parle fructose, on entend fruits un peu. On sait que c'est le sucre qui est quand même très présent dans les fruits. Est-ce que le fait de manger du fructose qui est présent dans les aliments ultra transformés sous forme de sirop ou de rajout assez souvent, est-ce que c'est la même chose que de manger des fruits et les fibres présentes dans les fruits ont un impact justement sur l'assimilation du fructose et son effet métabolique? Tu peux nous dire là-dessus? Alors, en fait, quand on parle finalement de la comparaison, en fait, il faut toujours bien poser le référentiel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on compare. Si on compare en laboratoire, la consommation finalement d'une pomme qui amène X quantité de fructose versus
la même consommation de fructose sous forme industrielle, on va dire, vraisemblablement, il n'y aura pas de grande différence. Parce que là, on compare des quantités identiques sur du one shot, c'est-à-dire en aigu sur un repas. Par contre, une des grosses différences que ça aura, c'est sur le comportement alimentaire qui va en découler. Parce que finalement, dans la pomme, le fructose va être véhiculé en certaines quantités, mais avec un énorme volume. Ce qui ne sera pas du coup le cas d'un point de vue du produit industriel, on va dire. C'est-à-dire que si on comparait, on se dit, allez, une pomme, c'est 200 grammes. Sur ces 200 grammes, il va y avoir 20 grammes de glucides simples. Et sur ces 20 grammes de glucides simples, on va dire qu'il y a moitié glucose, moitié fructose. Je fais un raccourci, mais imaginons. Donc, on va dire qu'il y a 10 grammes de fructose. Donc, je mange 200 grammes de pommes, j'ai 10 grammes de fructose. Mais j'ai aussi plein d'autres choses qui viennent avec. J'ai des vitamines, des minéraux, des fibres et des phytonutriments. Maintenant, si je le compare à ces 10 grammes seuls de fructose, c'est quand même pas le même volume. Donc, un des avantages des fruits, c'est que ils ne véhiculent pas que du fructose, ce qui n'est pas du tout le cas du coup d'un produit industriel. Un produit industriel ne va pas avoir des fibres, généralement, très peu de vitamines et de minéraux. C'est pour ça que souvent on parle de calories vides, et donc pas du tout le même volume, donc pas du tout le même impact sur le comportement alimentaire. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on pourrait citer, c'est, en fait, historiquement, le mot fructose est issu vraiment de l'idée du sucre du fruit. C'est-à-dire que c'est l'idée de fructus, si on prend la racine, et ose, donc littéralement le sucre du fruit. Alors certes, on en retrouve dans les fruits, mais pas du tout dans les mêmes quantités que ce qu'on retrouve dans les produits industriels. Et c'est là où c'est un peu différent. À titre d'exemple, si on se dit, alors une reco qu'on a en France, c'est de se dire, il faudrait pas manger plus de 100 grammes de glucides simples par jour. Donc sur ces 100 grammes, on part du principe en France que c'est du sucre normal, donc c'est moitié glucose, moitié fructose. Et effectivement, il y a pas mal d'études, il y a un gros rapport de l'ANSES là qui date de 2016, qui avait étudié tout ça, qui montre que, vraisemblablement, les études expérimentales démontrent qu'au-delà de 50 grammes de fructose, on commence déjà à augmenter les triglycérides sanguins. Donc, on s'est dit, dans la mesure où normalement le sucre qu'on consomme, c'est toujours moitié-moitié, on va dire que c'est 50 grammes de fructose, 50 grammes de glucose, et on dépasse pas ça. Dès qu'on dépasse, on commence à augmenter les triglycérides sanguins, et puis on a un deuxième cut-off qui semble apparaître, c'est que dès qu'on dépasse les 80 grammes de fructose journalier, on commence à avoir du coup une détérioration de la sensibilité hépatique à l'insuline. Ça on va dire que c'est deux cut-off. D'où l'idée de la recommandation qu'on a en France, max 100 grammes par jour, et on part du principe que le sucre, c'est moitié-moitié. Donc 50 grammes fructose, 50 grammes glucose, et si on dépasse pas, normalement, tout va bien. Maintenant, la question à se poser, c'est dans quelle quantité d'aliments je vais retrouver ces 50 grammes de fructose? C'est ça qui va être intéressant finalement. Donc, si on se dit je le mange sous forme de fruits, je vais donner deux exemples. L'exemple de l'orange, il faudra manger 1,3 kg d'orange. Faut être solide. En règle générale, un repas, c'est entre 400 et 700 grammes de nourriture. Ça veut dire qu'en fait, on fait 2 repas avec juste des oranges. C'est énorme. Maintenant, si on prend l'ananas, on va être sur du 900 grammes à peu près. Si on s'amuse à regarder sous l'angle des sodas, 1 litre de coca, on aura nos 50 grammes de fructose. Donc là, déjà, on se rend compte que 3 canettes par jour, c'est vite fait. On peut en prendre une au repas de midi, une dans l'après-midi, une au repas du soir. Puis finalement, on s'en est pas trop rendu compte. Et là, la grosse différence, c'est que le coca n'aura quasiment aucun impact sur notre comportement alimentaire. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être comme de l'eau qu'on va prendre au repas, mais ce sera pas un aliment qui va nous caler et qui va nous rassasier. Ce qui serait pas du tout le cas de l'orange. Donc déjà, là, ça change complètement la dynamique du comportement alimentaire. Et après, à mon sens, un des fléaux qui arrive à l'heure actuelle, c'est ces soi-disant sucres dits naturels. Et en fait, à l'usage, on va dire plus dans ma pratique, ce que je retrouve souvent, c'est que des patients, à partir du moment où c'est naturel, ça veut dire que c'est pas néfaste pour notre santé. Et en fait, on oublie de dire que du sirop d'agave, qui est soi-disant un sucre naturel, on ne stigmatise pas autant que finalement du sucre blanc. Alors qu'en fait, finalement, c'est la même chose. Et même c'est même pire du sirop d'agave parce qu'il est plus riche en fructose. Donc si on en consomme la même quantité, on aura les mêmes effets délétères, globalement. Souvent, ce qui se passe, c'est que vu que c'est naturel, on s'en méfie pas, et on se dit, je peux en consommer un peu plus. Donc on peut volontiers dépasser les recos facilement, en fait. Il faut quand même se dire que si on veut manger sous forme de sucre, les 50 grammes de glucose, de fructose, ce sera 100 grammes de sucre blanc. Maintenant, si je fais avec du sirop d'agave, ce sera 80 grammes de sirop d'agave. Et imaginons quelqu'un qui sucre son café avec du sirop d'agave et qui boit 5-6 cafés par jour, il peut facilement atteindre des fois les 80 grammes, sans s'en apercevoir en fait. Et vu que c'est naturel, et là on a compté que le sucre qui venait du sirop d'agave. On n'a pas compté tout le reste de l'alimentation où il aura peut-être mangé une danette, bu une canette de coca. Et donc du coup, les recos, elles sont explosées en fait. Donc la réponse est toujours difficile parce qu'en science, on compare toujours des choses où on essaye toujours d'avoir deux conditions, une condition contrôle versus une condition fructose, et on compare des choses très comparables. Donc on fixe et on veut faire en sorte que le protocole nous permette de répondre à la question de est-ce que l'un est pire que l'autre. Donc si on compare glucose-fructose, effectivement le fructose semble être plus délétère que le glucose.
mais pas sous forme de fruits. Encore une fois, il faut garder en tête que sous forme de fruits, il est inclus dans une matrice alimentaire qui est très spécifique. C'est un aliment qui est brut, qui amène pas que du fructose, et surtout qui amène des quantités de fructose qui sont assez faibles en réalité. C'est-à-dire que sur les fruits, en moyenne, un fruit, c'est entre 5% de sucre jusqu'à 15%. Et on a des mix 1-1 ou 2-1. Donc en fait, finalement, ça amènera jamais beaucoup plus que 7, 8, 10 grammes de fructose pour 100 grammes d'aliments. Ce qui n'est pas du tout le cas des produits ultra transformés. Où là, on va avoir une quantité, une richesse de sucre très importante. Alors même que le volume n'est pas très important. Donc pas d'impact sur le comportement alimentaire, ou tout de moins un impact plus faible. Et du coup, potentiellement une surconsommation plus simple. Ouais, c'est très important comme message, je pense, parce que souvent, quand on peut voir sur les réseaux que le fructose est diabolisé, je dirais, entre guillemets, par ces mécanismes métaboliques différents, et au final, on dit aux gens, non, faut surtout pas manger de fruits. Enfin, j'ai déjà vu le coup de, non, mangez pas de fruits, c'est bourré de fructose. Ça rend dingue parce que un aliment entier, ce n'est pas que juste le sucre qu'il y a dedans, en fait. C'est plein d'autres choses à côté et qui sont essentielles aussi, typiquement pour les mécanismes d'insulinorésistance, pour le métabolisme global. C'est important d'avoir des vitamines, les minéraux nécessaires. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Plus on essaye de simplifier un message, plus on risque de tomber dans l'erreur bête et méchante. C'est un peu la dérive des réseaux sociaux, parce qu'on fait des vidéos qui sont très courtes pour avoir un message clé, et un message clé qui pourrait ressortir. On va dire que la presse grand public aime bien faire ce genre de message. C'est le fructose, une usine de diabète. Le fructose, un poison. Moi, ce genre de message, j'aime pas, parce que si on donne ce message au grand public, automatiquement, lui, il fait le raccourci fruit égale poison. Alors que il va pas se méfier finalement d'une barre chocolatée, d'une danette ou d'un coca. Parce que il pense pas fructose directement dedans. Et en fait, ça renverse complètement le message. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, il va s'exonérer d'aliments qui auraient été intéressants pour sa santé, et il va consommer des aliments qui sont moins bons, on va dire, quand ils sont consommés en excès pour sa santé. Ça veut pas dire qu'il faut pas manger de Mars ou boire une canette de coca de temps en temps. Ce qu'il faut juste garder en tête, c'est que mis bout à bout dans une alimentation spontanée, ça peut peser beaucoup. Et c'est pas le fruit qui va peser tant que ça dans l'histoire. Ça va vraiment être plutôt les produits industriels. Ouais, et puis c'est ce qu'on disait avec Anthony justement, c'est voir le rapport en fait d'aliments ultra transformés dans l'alimentation par rapport aux aliments plus entiers. Et au final, on se rend vite compte que plutôt que de représenter grand maximum 10-15% de notre alimentation, ça finit vite par en représenter. Quand je dis alimentation, c'est total calorique journalier, hein, bien sûr. Ça finit par représenter 60-70%, et c'est là où on se rend compte que ça fait beaucoup de dégâts. Je vous coupe quelques secondes pour vous dire que si vous souhaitez contester certaines choses qui ont été dites durant l'épisode, suivez le lien en description pour déposer vos réclamations avec études et preuves à l'appui. Je ferai un épisode bonus regroupant toutes les mises à jour. On peut reprendre. Et Clairement. j'aimerais revenir aussi sur un sujet, parler un peu de médias mainstream, tout ça. Il y a quelqu'un qui est passé il y a pas très longtemps dans les médias un peu mainstream, qui a été mis pas mal en avant au niveau marketing avec son livre Glucose Révolution. J'en ai discuté avec pas mal de diètes, j'en ai discuté avec pas mal de scientifiques aussi, qui sont tous un peu horrifiés par tout ce qu'on peut entendre. C'est un livre qui, pour le coup, diabolise vraiment le glucose, diabolise vraiment le sucre par c'est du pic d'insuline que ça pourrait créer. Tu vois, typiquement, il ne faut absolument pas boire de jus d'orange le matin parce que ça vous fait augmenter votre insuline. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça, un petit peu? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, je suis en train de travailler sur la question justement parce que ça va être ma prochaine vidéo YouTube pour essayer de, on va dire, détricoter le vrai du faux. D'une façon générale, une des problématiques qu'on a avec les livres, je parle des livres au sens large, c'est là où ça m'embête le plus, c'est qu'un livre n'est pas une publication scientifique. C'est que déjà, le premier truc à rappeler, c'est que quand on a une publication scientifique, dans le processus, on va dire, de pouvoir publier une publication scientifique, cette publication, on va l'envoyer à un journal, et ce journal va recruter des experts du domaine pour relire de façon critique l'article. Donc on pourra pas dire ce qu'on veut, et on va devoir rester objectif sur les données et sur ce qu'on peut en dire. Et donc finalement, il y aura un processus comme ça d'aller-retour, et après, seulement une fois qu'on aura répondu à toutes les critiques, qu'on aura nuancé nos mots, qu'on restera objectif sur les données, on pourra publier notre article. La problématique d'un livre, c'est que ce processus n'existe absolument pas. C'est-à-dire que Jessine Chopé, si elle a envie de dire ce qu'elle a envie de dire, je veux dire, elle a le droit d'écrire un roman de science-fiction. C'est-à-dire que quand bien même sur son étiquette, elle marque la méthode scientifique pour être en bonne santé ou je ne sais quoi, elle a le droit dans la mesure où on n'a aucun filtre scientifique vis-à-vis de la publication de son livre. Et d'ailleurs, un éditeur, lui, s'en fiche royalement. Ce qu'il veut, c'est que le livre se vende. Lui, le nerf de la guerre, c'est si c'est un best-seller, tant mieux,
je serai mis en avant et je vais gagner des royalties sur la vente de ce livre. Donc finalement, on pourrait écrire un roman de science-fiction et se donner de la légitimité en disant que je suis médecin, en disant que je suis scientifique, en disant que c'est scientifique, en présentant aussi des simili-données. C'est-à-dire qu'un truc aussi qu'il faut des fois rappeler, c'est que quand on fait de la science, on ne fait pas une expérience sur un participant, parce que on sait qu'on a une fluctuation sur un participant, une variabilité intra-individuelle, et en plus de ça, on va beaucoup plus loin que ce que elle on va dire, elle met en avant dans son livre. Donc typiquement, elle met en avant dans son livre des courbes d'excursion glycémique de son propre chef, de elle, avec n égale 1, c'est-à-dire un seul test, sauf qu'elle oublie de parler de plein de choses. Typiquement, quand on fait de la recherche, pour s'assurer du fait que les patients soient exactement dans la même situation métabolique avant de faire le test, souvent, on va donner l'alimentation au patient, au participant, et on va lui faire la veille de sa journée exactement la même alimentation dans toutes les conditions. Parce qu'un repas de la veille au soir peut impacter le métabolisme du lendemain matin. Donc nous, en science, quand on fait des études et qu'on veut regarder des excursions glycémiques, souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des tupperwares qu'on a cuisinés nous-mêmes dans des quantités très strictes à nos participants à consommer matin, midi et soir la veille, et on leur dit vous mangez que ça, rien que ça. Pas le droit de boire de l'alcool, pas le droit de faire plus d'activité physique que ce que vous faites, etc. Et le lendemain matin, on va leur faire du coup le test métabolique. Et quand ils reviennent une deuxième fois pour comparer, avoir des conditions comparables, et la veille, ils auront mangé exactement les mêmes quantités des aliments, et on va leur dire qu'il faut vraiment finir tout ce que vous vous a fourni. Pour vraiment être, on va dire, lisser au maximum les biais qu'il pourrait y avoir. Sauf que dans son livre, elle nous sort une glycémie, on ne sait pas quand est-ce que c'est le timing, est-ce que c'est le matin, le midi et le soir, sachant que maintenant il y a des études qui montrent que les excursions glycémiques ne sont pas identiques matin, midi et soir. Et en plus de ça, dans la mesure où elle n'a pas besoin de montrer patte blanche, si elle a envie d'inventer ses données, elle a le droit. Alors je dis pas qu'elle a inventé ses données, c'est pas ce que je dis juste que techniquement, c'est pas impossible. C'est-à-dire que elle est en capacité de le faire, et elle est surtout en droit de le faire, ce qui ne sera pas le cas d'une publication scientifique. Une publication scientifique, les experts peuvent demander la base de données de l'étude et aller refaire des statistiques dessus pour voir si on n'a pas menti, si on a bel et bien les données, etc. Donc, je trouve que c'est un peu dommage parce que il y a des trucs qui sont intéressants dans son livre, qui sont vrais, mais en diabolisant autant et finalement sur la base de données personnelles ou de données de sa communauté, je trouve que c'est très restrictif déjà pour le corps humain. C'est-à-dire que quand on comprend comment le corps humain fonctionne, se dire que la santé n'est que issue de ce qu'on mange en glucides, honnêtement, c'est quand même très restrictif, je trouve. C'est pas entrevoir, on va dire, la beauté du corps humain. Et puis en plus de ça, c'est pas forcément véridique. C'est ça qui m'embête le plus. Et malheureusement, il a été très médiatisé. Effectivement, boire du vinaigre le matin à jeun, je trouve que ça n'a pas de sens, personnellement. C'est une des recommandations qu'elle peut donner, par exemple. Je veux dire, moi, manger, pour moi, qui suis diète, et qui suis aussi un être humain comme tout le monde, quand je mange, c'est que je mange des choses que j'aime avec plaisir. C'est pas prendre un truc qui finalement, je trouve ça infâme. En fait, la question à se poser, c'est qui aime boire du vinaigre dans de l'eau chaude le matin? Vraisemblablement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment faire ça, et on le fait sous prétexte d'une bonne santé. Bon, est-ce que c'est justifié et justifiable? À mon sens, pas. Mais voilà, après ça, ouais, elle dit beaucoup d'âneries aussi, on va pas se mentir. Et c'est surtout en fait comme elle l'amène, c'est-à-dire qu'elle est très douée dans le fait, parce que ce bouquin, je suis en train de le lire justement pour aller justement vérifier toutes les sources, etc. Elle est très bonne parce que elle commence par une histoire personnelle. Donc ce qui fait qu'automatiquement, au départ, on va trouver le personnage très attachant. Elle nous explique qu'elle a eu un accident, qu'elle a cru qu'elle allait mourir, qu'elle s'est posé la question qu'elle était plus adéquate dans son corps, et comment elle a réussi à retrouver, on va dire, la frite, sans faire de jeu de mots. Elle a commencé à s'intéresser à ça, elle s'est posé un capteur glycémique, et puis ça allait de mieux en mieux, et puis elle s'est rendue compte que tous ses coups de mou étaient liés à ça. Je veux dire, ici, il faut pas se mentir, il y a un biais cognitif. C'est-à-dire que si moi, je regarde moi-même mon état et mon alimentation, je ne suis pas objectif. Parce que le simple fait que je le regarde moi-même a un impact dessus. Et en fait, elle a tous les codes, à mon sens, pour faire un bon livre, parce que justement, dès le départ, elle nous pose un cadre qui fait que le personnage est attachant. Et après, du coup, on se dit, mais waouh, comment elle est revenue de ça? Sa méthode, elle est géniale. Et après, elle nous expose, elle dit qu'elle est biochimiste, elle dit qu'elle a du plein d'études, alors ce qui est potentiellement vrai, ce qui est d'ailleurs à mon sens vrai, mais il n'empêche que c'est entrevoir les choses sous un angle trop restrictif. Et après, entre guillemets, la bonne chose, c'est que ça a mis en avant un peu les glucides chez tout le monde, donc why not? Par contre, à vouloir stigmatiser, on va arriver à des dérives. Et elle était quand même pas si bête que ça, parce que son business model, au départ, était de vendre un livre,
Mais je pense que si elle savait que son livre allait marcher, elle savait déjà qu'elle allait vendre un complément alimentaire derrière. Et elle vend un complément alimentaire à raison de 60 balles, je crois, la cure de je ne sais pas combien de temps. Et c'est un truc anti-spike. Je veux dire, avoir une augmentation de la glycémie quand on mange, c'est normal, c'est physiologique. C'est pas malsain pour autant. C'est quelque chose de tout à fait classique. Donc, il n'y a pas besoin de tant de se brider par rapport à ça. Ouais, Et c'est on pourra vraiment en parler pendant des heures. ouais, c'est vraiment le discours, moi, que j'avais vu son passage sur Quotidien, de dire, oui, si vous buvez du jus d'orange le matin, vous allez avoir un pic de glycémie, c'est extrêmement mauvais pour vous, ça va augmenter votre taux d'insuline. Mais en fait, c'est strictement normal d'avoir une augmentation de la glycémie quand on donne du sucre, d'avoir une augmentation de l'insuline quand on a une augmentation de la glycémie. Et au final, c'est dire que des processus physiologiques d'adaptation qui sont normaux et essentiels pour votre vie sont mauvais. Et je pense qu'on risque de rentrer dans le piège. Moi, c'est ça qui me faisait pas beaucoup. J'avais pu en discuter avec d'autres diètes aussi. D'apparition de troubles du comportement alimentaire avec des personnes qui vont avoir des comportements restrictifs, voire parfois purgatifs dès qu'ils vont prendre un peu de sucre. Et ça, c'est un vrai danger. Et c'est juste extrêmement mauvais pour les gens. Et comme tu dis, elle vend des choses. Ça faut le garder en tête. Donc c'est jamais anodin de vendre des choses. C'est-à-dire qu'on a tout intérêt à dire que ce qu'on dit c'est vrai pour légitimer la vente du complément. C'est la majorité de toute façon de l'industrie agroalimentaire fonctionne là-dessus, hein. Et même ceux qui vendent des compléments alimentaires, hein. De nous dire oh là là, vous avez pas assez de vitamines et de minéraux dans votre alimentation, prenez cette petite gélule qui est géniale. Je veux dire, si ça marchait si bien, il y aurait pas de maladie. En tout cas, maladie chronique à long terme cardiométabolique, ça n'existerait pas. Et donc, tous les médecins, comme toi, donneraient des compléments alimentaires à leurs patients. Sauf qu'on sait pertinemment que ça ne sert strictement à rien. Voire même à l'inverse, c'est néfaste pour la santé. Donc ça, c'est des trucs qu'on oublie de rappeler parce que finalement, c'est de se dire, on est à la quête du Saint Graal. On est tous à la quête de, on va dire, de moins j'en fais, et si je prends un truc et mieux je me porte, tant mieux. Sauf que la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Et la physiologie, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'on est à la quête d'une pilule qui nous ferait faire de l'activité physique, et on est à la quête d'une pilule qui nous permettrait d'être en bonne santé d'un point de vue alimentaire en continuant de manger de la malbouffe. Ça n'existe pas. Faut être très clair avec tous ceux qui nous écoutent. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Parce que c'est pas possible, tout simplement. C'est-à-dire qu'en science, il y a un truc que moi j'aime bien rappeler, c'est le tout est plus grand que la somme des parties. Autrement dit, vous avez beau prendre les petits éléments qui constituent un aliment qui soi-disant est santé, vous les donnez à un être humain, dans la mesure où la matrice n'est plus la même, dans la mesure où le vecteur n'est plus le même, que le mode de consommation n'est pas le même, que l'impact sur le comportement alimentaire n'est pas le même, du coup, il n'aura jamais le même effet. Et c'est assez clair, je trouve. Pour moi, il n'y a pas de doute, hein. Et effectivement, manger une pomme, c'est pas juste manger de la vitamine C, quoi. Puisque la pomme n'est pas très riche en vitamine C. Ouais, complètement. Et en plus, je pense que c'est un gros problème, mais ces gens-là s'appuient justement sur l'envie des personnes et des populations d'avoir une solution un peu miracle en leur proposant cette solution miracle. Et du coup, c'est pour ça que ça finit par bien fonctionner. Mais c'est, comme tu disais tout à l'heure, en fait, c'est enlever toute la beauté et la complexité du corps humain que de se dire juste en lui donnant un nutriment, une pilule magique, ça va aller bien mieux. Non, le corps humain est fait depuis plusieurs milliers d'années pour bouger, pour manger des aliments entiers et fonctionne comme ça. Et c'est pas maintenant que ça va changer. En fait, on n'est pas beaucoup plus, si différent que nos ancêtres d'il y a plusieurs centaines voire milliers d'années. Pardon. Je termine juste un dernier petit point là-dessus, c'est que c'est toujours aussi le côté de faire ce qu'on appelle, c'est souvent les détracteurs font ça, ce qu'on appelle du mensonge par omission. C'est-à-dire qu'on envisage les données que sous l'angle de ce qui nous intéresse. Et quand les données vont pas dans notre sens, on n'en parle pas. Il y a typiquement le même genre de choses et le même genre de dérive, par exemple avec la consommation de produits laitiers. Il y en a un qui est très fort pour ça, qui dit que les produits laitiers c'est un poison, c'est professeur Joyeux, qui va dire que les produits laitiers c'est le mal en personne, ça explique tous nos maux de société. Il parle des études qui sont des vraies études, sauf que derrière il oublie de parler de toutes les autres études qui vont pas dans son sens. Ça, moi j'ai été invité là la semaine dernière, vendredi, à faire une conférence aux journées d'études des diététiciens de Belgique. Et du coup, j'avais une présentation qui c'était comment démêler le vrai du faux en nutrition. Et en fait, du coup, c'était de prendre un exemple, typiquement des produits laitiers qui sont assez clivants, on va dire, et de présenter en fait les données qu'ils présentent, qui sont de vraies données, mais de montrer qu'il oublie de présenter tout le reste. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des études qui montrent, certaines études bien spécifiques, que le cancer de la prostate, le cancer du sein peut être légèrement augmenté dans certaines cohortes,
que quand on raisonne avec plein de cohortes, on se rend compte que le risque, il est pas si augmenté que ça, mais qu'on oublie aussi de dire que typiquement, il y a des liens aussi entre consommation de produits laitiers et diminution du risque de cancer colorectal, consommation de produits laitiers et diminution du risque de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires. Donc finalement, quand on est sachant et qu'on a cette littérature, je veux dire, il est assez smart pour savoir connaître toutes ces données, mais il est aussi très diabolique dans l'idée de pas les présenter. C'est le revers de la médaille. Complètement. Et puis en plus, c'est quelque chose de qui est important à préciser. On peut faire dire à peu près tout et n'importe quoi aux études. Il y a un tel panel d'études que on trouvera. La dernière fois, j'ai trouvé une étude qui disait que la cigarette n'augmentait pas les risques de maladies cardiovasculaires. Voilà, une étude qui a prouvé que c'était pas significatif. Si je sors cette étude demain, je peux prouver à plein de gens que la cigarette n'augmente pas le risque cardiovasculaire. Par contre, il y a peut-être 10 000 études derrière qui prouvent que la cigarette est mauvaise pour la santé, mais celle-là, si je l'aimais pas, ça va pas dans mon sens, et je peux sortir un bouquin demain en disant la cigarette, c'est pas si mauvais pour vous que ça, et voilà. Faire très attention, et souvent quand on parle d'études, il y a la qualité des études, il y a le nombre d'études, les populations aussi sur lesquelles elles ont été faites. C'est quelque chose de très complexe en fait. Bien plus que ce qu'on Moi, je me suis aperçu à l'usage que les gens ne savaient pas forcément le faire, et c'est pour ça, du coup, j'ai lancé, en tout cas, des diètes. Moi, étant de diète et ayant fait de la science, du coup, j'ai lancé justement une formation pour apprendre à lire des articles scientifiques. Comment on cible des biais, comment on fait des recherches, comment on y a accès gratuitement, comment on hiérarchise les types d'études. Une étude de cohorte n'est pas une méta-analyse, n'est pas un essai contrôlé randomisé. Il faut pas lire juste une étude, parce que sinon, on risque d'avoir un message qui est biaisé. C'est, voilà, typiquement ce genre de choses, parce que je pense que c'est important, nous, en tant que soignants et en tant que professionnels de santé, on apprenne à aller lire correctement des études pour finalement aussi pouvoir détricoter des mythes qu'ont nos patients en consultation. Parce que souvent, des fois, on peut être désarmé le fait que le patient nous dise « Bah ouais, j'ai écouté tel scientifique qui dit ça. » Et en fait, si on a connaissance des études qui vont dans un sens et connaissance des études qui vont dans un autre sens, on va pouvoir être beaucoup plus percutant et de dire « Oui, c'est vrai, ça existe. Ça n'a pas été retrouvé tout le temps. » Mais à l'inverse, on a oublié de vous parler de tout ça. Et du coup, bah là, le patient, il se dit « Ah ouais, ça change un peu la donne. » Et c'est un discours beaucoup plus nuancé et beaucoup plus global. Et donc, ça demande que les professionnels soient sur les réseaux de santé, soit sur les réseaux tout court. Parce que du coup, bah, typiquement ton podcast, je pense que c'est ultra intéressant. C'est pour ça que j'accepte toujours volontiers à faire des podcasts comme ça, parce que c'est important que nous, professionnels de santé, qui avons un peu, on va dire, les bonnes directives à avoir, bah, donnons aussi notre voix, parce que malheureusement, c'est une cacophonie monstrueuse sur les réseaux. Et malheureusement, plus on en regarde, moins on en sait en fait. Donc c'est de trouver des personnes fiables qui vont avoir un discours nuancé et qui vont être un peu à la croisée des chemins, quoi. Ouais, c'est en tout cas tout l'objectif du podcast et du fonctionnement. C'est pour ça que j'aime bien accueillir des personnes, pour le coup, que moi je suis et qui aussi ont toute cette nuance et en mesure de justifier aussi ce qu'ils disent. J'aimerais revenir sur un point aussi, parler de diabolisation du sucre. Un autre point qui est que même moi un discours que j'ai pu avoir il y a quelques mois, voire quelques années de ça, sur le sucre et son côté addictif, encore plus addict que la cocaïne. Je pense que c'est un gros piège dans lequel on peut tomber en tant que professionnel et qui participe aussi à sa diabolisation et qui aussi, je pense, donne un côté de fatalité aussi aux personnes qui consomment pas mal de produits sucrés en disant bah oui mais je suis addict, tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que cette addiction existe réellement? Alors oui et non. Tout dépend de ce qu'on envisage. Toujours pareil. Si on prend les travaux du c'est Dr Serge Ahmed, lui, il le démontre très nettement chez les souris et les rats de laboratoire. Autrement dit, au départ, c'est une découverte fortuite. Il travaillait en neurosciences, il voulait un contrôle négatif, et dans ce contrôle négatif, il s'est dit on va donner du sucre. Puis il s'est rendu compte qu'en fait, les rats spontanément étaient plus attirés par le contrôle. Il se disait c'est pas possible. On travaille sur l'addiction à la cocaïne, l'addiction aux drogues. Et en fait, les rats spontanément se détournent de la drogue pour aller vers le sucre. Ils se sont dit, on a dû se planter dans l'expérience. Ils les ont refait, et à chaque fois, ils obtenaient les mêmes résultats. Donc, lui, en tant que scientifique, c'est intéressant qu'il en parle parce qu'il dit, effectivement, quand on regarde le pouvoir addictif de la cocaïne ou du sucre chez les rats, on s'aperçoit que les rats sont plus précablés pour du sucre que pour de la cocaïne. Mais en même temps, si on raisonne un peu, c'est normal. Pourquoi? Parce que le sucre nous permet de survivre. Donc, notre biologie découle de millions d'années d'évolution qui font qu'on a une attirance spécifique pour ça, parce que c'est synonyme de survie. Et souvent, en fait, faut pas oublier qu'un comportement, quel qu'il soit, joue en fait sur ces mécanismes. C'est-à-dire que pourquoi un animal a un comportement? Parce que son corps lui dicte un besoin, que l'animal a un comportement
qu'il réalise pour assouvir ses besoins. Et le corps de l'animal va le récompenser d'avoir fait ce besoin. En fait, c'est le renforcement positif. C'est l'idée vraiment de je génère du plaisir parce qu'il faut que je le fasse. Un truc tout bête comme aller faire pipi. Pourquoi on va faire pipi? Parce que quand on a envie de faire pipi, on se sent mal. Notre corps nous dit il faut aller uriner. On va uriner, on se sent mieux. C'est un exemple très basique, juste pour comprendre un peu comme les rapports sexuels, comme la nourriture finalement. Donc, c'est pas si aberrant que ça qu'on soit pré-câblé pour être attiré par le sucre. Si on reprend vraiment les termes d'addiction, si on prend par exemple le gros qui fait un peu référence, on va dire, sur l'obésité, sur ces choses-là, ils vont dire que non, il n'y a pas d'addiction au sucre. On va dire on a une appétence pour, mais on parlera pas d'addiction. Sauf que lui, Serge Ahmed, il met en avant que bah si, là quand même, il y a quelque chose qui est assez flagrant chez l'animal, mais encore une fois, il faut le repositionner dans un contexte environnemental classique. C'est-à-dire que chez un animal, c'est pas comme chez un être humain, parce qu'on n'est pas dans une cage, on contrôle pas tout. Et voilà, on a une appétence naturelle pour le sucre, mais ce qui est tout à fait normal, parce que c'est ce qui nous permet de survivre. Donc, il y a un peu des deux, je trouve. Par contre, le côté fataliste que tu disais juste avant, je suis attiré par le sucre, donc du coup, finalement, j'y peux rien, et en aucun cas, il faut être fataliste dans ce genre de choses. Vraiment, la fatalité va être le pire ennemi, parce que finalement, j'y peux rien. Et auquel cas, j'ai aucune manière d'agir. Ce qui est complètement faux. Je veux dire, sur la santé, la majorité des maladies chroniques sont induites par 4 facteurs qui sont les 4 piliers fondamentaux, on va dire, de l'émergence de ces pathologies. Et on estime que 80% de ces décès pourraient être évités. Et ils pourraient être évités en changeant nos comportements. Le premier, c'est le tabac. Donc, ne pas fumer. Le deuxième, c'est l'alimentation. Donc, essayer de tendre vers une alimentation équilibrée. Mais il ne faut pas être sectaire non plus à vouloir être équilibré tout le temps. Je veux dire, l'alimentation, l'équilibre alimentaire, ça se construit avec de l'équilibre et du plaisir. Et les deux sont importants. Après, on va avoir l'activité physique, donc il faut lutter contre la sédentarité. Et après, on a la consommation excessive d'alcool, donc il faut consommer de l'alcool avec modération, voire ne pas en consommer du tout, c'est OK. Et en fait, ça, c'est 4, on va dire, leviers qu'on peut actionner. Et c'est de notre propre chef qu'on peut les actionner. Donc, je veux dire, à un moment, faut pas se dire, j'y peux rien, c'est pas de ma faute. Je parle en connaissance de cause, hein. Tu vois, je suis fumeur, je suis en rémission, j'essaie d'arrêter de fumer, j'ai pris un substitut, les petites Nicorettes, d'accord? Et oui, je sais que fumer tue, c'est marqué sur le paquet. Je veux dire, faut pas avoir, faut juste savoir lire, hein, pour savoir ça, que c'est un mauvais comportement et que ce comportement, j'ai la manière d'agir. Pour autant, je pense qu'il n'y a pas à démontrer que la cigarette rend addict. Mais quand même, c'est une addiction. On a des moyens quand même d'actionner des leviers. Je dis pas que c'est simple. Au contraire, clairement, hein, je sais ce que c'est en le vivant avec l'addiction à la cigarette. C'est très compliqué, mais il n'empêche qu'on a une manière d'agir dessus. Et on est tous capables de modifier ces comportements pour finalement tendre vers une meilleure santé. Ça veut pas dire que nos comportements sont toujours parfaits. Je veux dire, pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, j'ai fumé une cigarette. Mon Dieu. Et je me dis, j'ai perdu une bataille, mais j'ai pas perdu la guerre. Et c'est pas grave. Par rapport à ma consommation de cigarettes d'avant, je suis toujours dans le positif. Donc c'est toujours aussi entrevoir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Oui, j'ai pas encore soigné complètement cette addiction. La preuve en est, c'est que je me substitue en nicotine. Mais je tends vers le mieux. C'est-à-dire que par rapport à mes consommations d'avant, j'en consomme moins. Donc c'est une forme d'amélioration de la santé. Et si j'étais fataliste, comme tu disais, hein, je dirais, je suis addict à la cigarette, j'y peux rien, tant pis, c'est comme ça. Ça, c'est pas un truc qui me botte trop, moi, personnellement. Je pense qu'on a une manière d'agir. Après, encore faut-il le vouloir. Et il faut avoir la motivation de le faire. Et il faut surtout trouver des leviers qui on va dire, qui ne coûtent pas. Ça, c'est un truc que je discutais, par exemple, sur la chaîne de GG Raf sur YouTube. Et ils en sont les premiers acteurs dans ce qu'ils disent. C'est envisager le changement sur des petits leviers qui finalement ne nous coûtent strictement, on va dire, rien. C'est-à-dire que modifier ce comportement-là, ça nous fait pas, c'est pas quelque chose de compliqué pour nous. Et finalement, c'est un levier qui est facilement actionnable. Et si c'est ça, c'est bingo. Mais c'est envisager aussi que tous les leviers sont pas actionnables. Complètement, c'est trouver ce qui nous convient et avancer petit pas par petit pas au final. Comme tu dis, c'est petite victoire par petite victoire, c'est comme ça qu'on gagne la guerre, mais au final, ça peut être petite victoire, petite défaite, petite victoire. On reste quand même sur un genre qui est dans la progression. Et surtout, exactement. Et ne pas hésiter à se faire aider. Si on a la chance d'avoir, typiquement pour l'alimentation, des diètes, des médecins nutritionnistes, pour les addictions, des médecins addictologues, soit alcool, tabac ou n'importe quoi, des médecins généralistes aussi, qui sont souvent au premier plan pour vous aider pour ça. Il y a des protocoles qui existent, des suivis spécifiques qui existent, et voilà, toute addiction est réversible. Ça, il faut vraiment comprendre. C'est vrai que l'addiction au sucre, on est toujours embêté parce que oui et non. Ouais, c'est encore une fois une réponse nuancée, mais au moins
véridique dans l'état actuel de la science. Ouais, c'est ça. J'aimerais revenir, donc on peut pas, je pense, parler du sucre sans parler du fameux régime cétogène, qui est un régime avec une consommation d'aliments glucidiques extrêmement faible. Je crois que c'est inférieur à 20% de notre alimentation, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Alors, les chiffres que j'ai en tête, moi, pour le régime keto, c'est pour être en cétose, il faut brider les glucides à 20 à 50 grammes par jour. Donc, si tu prends 50 grammes, ça fait 200 kilocales, t'es à moins de 10%. Ouais, c'est ça, même encore, même moins, parce que on ne brûle plus que 2000 kilocales, généralement. Donc, qu'est-ce que tu peux en dire là-dessus? Alors, on nous avance plein de bienfaits, réduction des maladies cardiovasculaires, réduction des troubles métaboliques. Qu'est-ce qu'en dit la science à ce sujet? Est-ce qu'il y a des vrais bienfaits par rapport à un régime et une alimentation normale, hein, c'est-à-dire isocalorique, si on prend les deux, avec exactement les mêmes calories journalières, est-ce qu'il y a un réel avantage au régime cétogène ou pas? En fait, c'est toujours ça, c'est pour ça que c'est important des fois de reposer le contexte de qu'est-ce qu'on compare à quoi. Et souvent, les gens n'envisagent pas de la sorte parce que eux, ils ont une alimentation qui est ce qu'elle est. Ils changent leur alimentation pour passer au régime keto. Et donc, du coup, ils trouvent plein de bienfaits. Sauf qu'ils auraient peut-être les mêmes bienfaits en passant sur une alimentation équilibrée. Donc, je suis toujours un peu embêté parce que en recherche, tu peux trouver des choses qui sont assez intéressantes pour le régime keto. Mais ça va dépendre du point de contrôle. Et en fait, le point de contrôle, c'est si tu modifies pas l'alimentation de tes participants, bah oui, forcément, le régime keto aura des effets positifs, mais au même titre que l'alimentation méditerranéenne. Donc, je suis toujours un peu embêté parce que en fait, pour moi, il faut pas avoir de dogme. C'est-à-dire de se dire, OK, finalement, mon patient veut essayer quelque chose. S'il a envie d'essayer l'alimentation, normalement, nous, en tant que professionnels, on doit faire tendre notre patient vers une alimentation équilibrée. C'est vraiment le nerf de la guerre et c'est ce qui a été démontré, maintes et maintes fois démontré, comme étant le plus simple, le moins restrictif et ayant les meilleurs effets. Il n'empêche qu'on peut avoir le même genre d'effet en faisant du régime keto. Voire même des fois, sur certaines études, il y a des effets qui sont un peu plus positifs pour le régime keto que pour l'alimentation méditerranéenne. Mais ce sont de petits effets positifs. Il n'empêche qu'à l'usage, certains patients, des fois, vont trouver ça plus simple. Donc, c'est pour ça que je vais pas être dogmatique, parce que je sais qu'il y a des personnes qui font du régime keto et qui trouvent leur compte. Et en fait, finalement, c'est une manière d'envisager les choses, c'est de se dire, est-ce que c'est pas la manière pour moi? Si c'est restrictif, je suis jamais très fan, personnellement. Parce que ça veut dire, faut quand même garder en tête que le régime keto, ça veut dire potentiellement adieu les féculents, parce que trop de glucides, adieu les produits sucrés, ou tout du moins on va devoir les faire d'une autre façon avec des édulcorants, en jouant vraiment sur les charges glucidiques, etc. Puis moi, ce qui m'embête des fois le plus, c'est d'un point de vue social. Ça peut être compliqué d'un point de vue social quand même de mettre en place un régime keto. Alors ceux qui le font des fois disent bah non, mais par contre, une fois qu'on est habitué, on trouve des alternatives. Pourquoi pas? Mais en tout cas, moi d'emblée, c'est jamais le truc sur lequel je vais tendre au premier abord, parce que c'est une manière difficile de faire les choses. Il n'empêche que des fois, tu as certains patients qui vont te relater le fait qu'en faisant ça, ils n'ont plus de compulsion pour le sucre. Ce qui est assez intriguant à mon sens. Donc là, c'est pas du tout scientifique, ce que je dis, c'est empirique. C'est des patients, des fois, qui sont venus me voir, qui font un régime keto de leur propre chef, et qui me disent, bah, quand je l'ai fait, plus du tout d'addiction au sucre. Quoi, d'addiction? Entre guillemets. En tout cas, plus de compulsion à aller consommer de grandes quantités de sucre comme je pouvais l'avoir avant. Donc je me dis, pour les scientifiques, c'est quand même quelque chose à aller creuser, parce que peut-être qu'il y a une piste derrière qui peut être assez intéressante, sachant qu'en fait, on force quand même le métabolisme à switcher vraiment d'un mode normal à un mode cétose. Mais gardons quand même en tête un peu, des fois, j'aime bien faire l'historique, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le régime keto, il est très récent, et que c'est la nouvelle méthode à la mode pour faire, du coup, perdre du poids et améliorer sa santé. Il n'empêche que le régime keto, il date d'il y a plus de 100 ans. Donc, il a été inventé au départ pour traiter des épilepsies pharmacorésistantes. Et en fait, il a été découvert par deux découvertes fortuites au même moment. La découverte que les personnes qui étaient épileptiques pharmacorésistantes, quand on faisait une restriction calorique très forte, ils avaient moins de crises. Deuxième point, c'est que il y a eu aussi la découverte de finalement que on pouvait obtenir les mêmes genres d'effets que le jeûne, avec spécifiquement le fait de brider les glucides dans l'alimentation. Et en fait, de là est né vraiment le régime keto, mais il faut dire quand même qu'il date d'il y a plus de 100 ans. Donc pour les épilepsies pharmacorésistantes, ça a du sens. Maintenant, pour monsieur, madame, tout le monde pour perdre du poids, je suis pas aussi convaincu. Ouais. Mais voilà, encore une fois, il faut envisager qu'il n'y a pas une bonne méthode par personne. Il y a autant de méthodes qu'il existe d'individus. Et en fait, c'est peut-être plus ça qu'il va falloir rappeler, c'est de se dire, peut-être qu'il faut envisager chaque personne comme elle est, et de se dire, ok, je
je me dis que c'est ce mode que j'ai envie de tester. Et après, il faut garder aussi en tête que c'est aussi la motivation que le patient va développer. C'est-à-dire que si le patient est très motivé et que finalement, il le fait juste de façon transitoire, je dis une bêtise pendant 1 mois, qu'il voit qu'il y a des effets positifs et qu'après il revient sur un mode alimentaire classique, pourquoi pas? Faut pas être... En fait, je trouve qu'il faut toujours avoir de la nuance parce que sinon, on va forcément être pour ou contre. Personnellement, je suis ni pour ni contre. Si ça améliore drastiquement la santé de mon patient et que mon patient adhère et que pour lui c'est facile, moi, en tant que professionnel de santé, j'ai pas à être contre. À l'inverse, en tant que professionnel de santé, j'ai pas à le recommander. C'est une nuance qui est subtile, mais c'est important parce que finalement, il y a chez certaines personnes, si c'est comme ça qu'ils trouvent finalement leur bonne santé, je me dis pourquoi aller à l'encontre et pourquoi moi, en tant que professionnel, je dois dire que c'est mal. Après, j'ai des collègues qui vont peut-être avoir un discours un peu plus sectaire, de dire non, c'est mal dans tous les cas. Quand on lit la littérature, finalement, on peut pas être non plus complètement contre, mais on peut pas non plus être complètement pour parce que le côté pour voudrait dire qu'on légitime des restrictions. Et c'est ça qui m'embête le plus. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières d'arriver à la bonne santé. Le but est de trouver finalement sa bonne méthode. J'interromps rapidement l'épisode. Si le podcast vous plaît, prenez quelques secondes pour vous abonner et laisser 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça nous aide beaucoup et nous permet d'avoir des invités toujours plus passionnants. Merci encore, on peut reprendre. Je pense que ce qui est très important à comprendre pour ceux qui nous écoutent, c'est ne vous obligez pas à faire un régime cétogène si vous n'en avez pas envie. Vous n'aurez pas plus de bienfaits qu'un autre. Par contre, si vous voulez essayer et que vous vous sentez motivé, allez-y, faites-le, essayez de tenir. Mais plus un régime est restrictif, plus ça devient difficile à le tenir sur la durée, comme tu dis, au niveau des comportements sociaux, surtout quand on a une restriction en sucre, en glucides, qui compose une grande partie de notre alimentation. Justement, il y a un point sur lequel j'aurais peut-être dû commencer, mais qu'est-ce que ça fait le régime cétogène sur le corps? Qu'est-ce qui se passe si jamais on n'apporte plus du tout ou moins de 10% de sucre à notre corps? Alors en fait, une des problématiques de notre corps, c'est que notre cerveau est un très gros consommateur de glucose. Donc on a des mécanismes pour alimenter le cerveau en glucose, mais il arrive à un moment où le foie n'a plus de stock de glucose sous forme de glycogène et qu'il va devoir trouver une alternative. Et en fait, on brûle tellement les glucides que du coup le corps va devoir s'adapter. Et en fait, il faut savoir que le cerveau est pré-câblé glucose, mais il ne sait pas brûler des acides gras. Autrement dit, il ne sait pas brûler des graisses pures. Et donc en fait, le corps va switcher le métabolisme. On va passer du coup ce qu'on appelle en cétose, c'est-à-dire que le tissu adipeux va libérer des acides gras libres dans le sang. Le foie va utiliser ces acides gras libres pour faire une espèce de nourriture prémâchée à cerveau, qu'on appelle les corps cétoniques. Et ces corps cétoniques, du coup, vont alimenter en grande partie l'énergétique du cerveau. Mais il n'empêche que le corps va quand même continuer de maintenir une glycémie à peu près normale. Donc c'est ça aussi qui va être important à garder en tête, c'est qu'on va pas arriver à 0 glucose dans le sang. Parce qu'on a des manières dans le corps de faire de la néoglucogénèse, c'est-à-dire de fabriquer du glucose nouveau, c'est-à-dire qui n'était pas du glucose au préalable, souvent grâce aux acides aminés ou au glycérol par exemple, ce qu'on appelle au substrat glucoformateur. Donc c'est ça en fait tout le rationnel. Alors le rationnel en fait il découle du fait que c'est un peu la vulgarisation un peu trop poussée à l'extrême, c'est que là ce que je dis c'est que le métabolisme repose sur les graisses. Donc on part du principe que je brûle mes graisses en permanence. Donc finalement que je vais perdre du poids. Ce qui est pas vrai. Parce que ces graisses elles vont être régénérées en permanence par l'alimentation. Donc finalement si la balance elle est nulle, je consomme autant de graisses que je vais stocker que je vais déstocker, il n'y aura pas eu de grandes modifications. Par contre, effectivement, là, l'avantage, c'est qu'on n'est plus pré-câblé, en tout cas avec des grosses sécrétions d'insuline et des augmentations de glycémie, ce qui fait que ça peut améliorer dans certains cas la sensibilité à l'insuline. Donc c'est là où des fois, il y a des études qui montrent que effectivement, c'est mieux que de l'alimentation entre guillemets classique, parce que justement, ça joue aussi un peu sur le métabolisme du corps humain. Mais il n'empêche que d'un point de vue purement, on va dire, perte de poids, il n'y a pas vraiment de raison d'être plus sur l'un que sur l'autre. Ce qui est important de garder en tête tout de même, c'est que pour moi, à partir du moment où dedans il y a le mot régime, c'est un peu embêtant. Parce que ça veut dire restriction. C'est pour ça que j'essaye toujours de parler d'alimentation méditerranéenne ou d'alimentation équilibrée et pas de régime équilibré. Parce que si on parle de régime équilibré, auquel cas ça veut dire que on est dans l'idée de la restriction. Et pour moi, l'alimentation équilibrée n'a rien sauf de restrictif. Et souvent d'ailleurs, c'est ce qui choque mes patients quand je leur dis en fait, vous allez pouvoir manger de tout. Et là, ils me regardent avec des grands yeux. Comment ça, de tout? Moi, je pensais que vous allez me donner une liste des aliments interdits. Mais je leur dis, mais vous vous rendez compte, à partir du moment où je vous interdis quelque chose, vous allez en avoir envie. C'est logique. Je veux dire, faut tous quand même qu'on se dise qu'on est des grands enfants et que l'interdit génère l'envie. C'est un raccourci très simple, mais si je dis à une personne, je vous interdis de manger du chocolat, alors qu'elle adore le chocolat, elle va être très triste dans sa vie.
et elle va en avoir envie en permanence. Maintenant, moi, je vais lui expliquer que le chocolat, c'est pas une problématique. La problématique, c'est la quantité et la fréquence. C'est ça qui va être important de travailler, en fait, finalement. Effectivement, si c'est comme le coca. Souvent, on diabolise le coca, mais se dire, bon, bah, ok, si je bois 1 litre de coca par jour, ça fait beaucoup. Maintenant, si je bois une canette, aller à une fois, on va dire, même une fois par semaine, c'est pas grave. J'avais envie de ce coca, je me suis fait plaisir, j'ai pas de culpabilité en consommant. Et puis, bah, c'est ok. Et ça reste dans l'équilibre alimentaire. Donc, c'est ça qui est des fois assez perturbant de dire, c'est pas si compliqué et que c'est pas l'idée de cuisiner que des légumes à l'eau, quoi. Parce qu'on a trop quand même cette casquette encore d'amaigrissologue, nous les diètes, de si on va avoir un diète, il nous met au régime et donc on va manger des courgettes et des haricots à l'eau avec du blanc de dinde. Clairement, c'est pas du tout ce que je recommande. C'est-à-dire que moi, manger, si un jour vous voulez m'inviter chez vous et que vous me faites des courgettes à l'eau avec une escalope de dinde, bah je ne viens pas chez vous. Je vais le dire très clairement. Parce que franchement, c'est dégueu. Je veux dire, moi, manger, c'est bon. Je me fais plaisir en mangeant. Donc, effectivement, manger des légumes, on peut manger souvent des légumes, mais qui soient très bons, mais qui sont bien cuisinés. Ça sous-entend de les cuisiner correctement. Mais le mot régime, voilà, faut essayer de l'avorter, parce que les diététiciens, je prêche pour ma paroisse, hein, mais ne font pas des régimes. On fait des rééquilibrages alimentaires. C'est-à-dire qu'on réapprend un peu de comment on structure une assiette pour que ce soit équilibré. Et moi, je vais jamais parler souvent, ce qui choque mes patients, c'est que je leur donne pas des grammages. Parce qu'ils pensent spontanément que je vais leur donner une petite feuille, tu sais, ce qu'on faisait avant, hein, où on dit, bah voilà, le matin, ça va être 50 grammes de pain avec 20 grammes de beurre, 10 grammes de confiture, un bol de café de 250 millilitres. Et puis le midi, ça va être 150 grammes de viande avec tant de féculents, tant de légumes. Je leur dis, mais ça, si vous faites ça, vous rentrez encore une fois dans la conscientisation des choses qui sont quand même assez restrictifs et qui de base part d'un modèle qui est pas forcément très bon parce que c'est plus en rapport avec ce que je ressens. Déjà, de se reconnecter à ce que je ressens, j'ai faim, je mange, j'ai pas faim, je mange pas. Ça me paraît déjà être un plus gros exercice que finalement avoir 125 grammes de steak haché dans mon assiette. Donc moi, je donne plutôt des assiettes visuelles. Le modèle MyPlate, typiquement, marche très bien. C'est visualiser une assiette et après, les gens vont faire à leur sauce. Le but du jeu, souvent, hein, c'est de donner un modèle que les patients vont s'approprier avec leur propre façon de cuisiner. Parce qu'un des freins qu'on a dans les régimes, hein, dans les rééquilibrages sous forme de régime, on va dire, bah c'est que finalement, on n'arrive pas à l'adapter parce que si le lundi c'est carottes et puis qu'on n'a pas de carottes dans le frigo, on fait comment? Donc ça n'a pas de sens, ça, bon. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et ça donne aussi, du coup, bah, comme je disais tout à l'heure, un sur-risque de troubles du comportement alimentaire. En plus de ça, on va commencer à ne plus associer la nourriture au plaisir, alors que je fais partie des personnes qui prennent beaucoup de plaisir à manger, donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel à remettre devant. Et c'est vrai que c'est un terme que je peux utiliser parfois, moi, sur typiquement le terme de restriction calorique. Et c'est vrai que je pense qu'il faut faire attention à l'utilisation de ce terme, même si au final, je sais pas ce que t'en penses, parce que ça a été pas mal critiqué aussi, mais on est d'accord que pour perdre du poids, il faut réussir à avoir une balance énergétique qui est plutôt négative, c'est-à-dire dépenser plus de calories que ce qu'on consomme, sans tomber dans le piège de je consomme 1000 calories par jour, alors que j'en dépense et j'en ai besoin de 2300. Ouais, en fait, c'est ça. C'est une grosse problématique parce qu'il y a différentes manières de le faire. Alors, aller à 1000 kilocalories par jour, ça n'a pas de sens. Je veux dire, à un moment, faut redonner un peu les choses. Hein. Perdre 8 kilos en un mois pour une personne qui se met au régime, ça n'a aucun sens. On va perdre tout sauf de la masse grasse. On va perdre plutôt de la masse maigre, ce qui est complètement contre-productif pour la perte de poids à long terme. Par contre, ce qui est important de garder en tête, c'est finalement, on est d'accord qu'en fait, quand on parle de rééquilibrage en diète, effectivement, si la personne perd du poids, vraisemblablement, c'est qu'il y a eu une légère restriction. Mais ici, l'intérêt, c'est que la restriction, le patient, entre guillemets, sa physiologie ne le détecte pas. C'est-à-dire que ça ne génère pas de mécanisme compensatoire. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est quand je suis en restriction calorique, j'ai très faim. Personnellement, mourir de faim toute la journée, je trouve que ça n'a aucun sens. Le but même de manger, c'est de ne plus avoir faim. Donc, ça n'a pas de sens de vouloir fitter avec un certain apport calorique qui génère de la faim. Par contre, effectivement, en modifiant un peu les aliments et la structure de l'assiette, on permet d'alléger les calories, mais finalement, ça fait une légère restriction, et j'insiste sur le mot légère restriction, mais qui permet de ne pas détecter parce qu'on n'a pas faim, parce qu'on apporte plus de fibres, parce qu'on apporte plus d'autres éléments. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc, au final, c'est plus par cette notion de rééquilibrage, en diminuant l'alimentation transformée, en augmentant la part de fibres et de légumes, que cette restriction, mais entre guillemets, calorique, va se mettre en place à peu près toute seule par rapport à notre consommation intérieure. C'est vraiment ce postulat-là. Et puis après, c'est aussi de travailler des fois sur qu'est-ce qui déclenche, on va dire, des prises alimentaires. Parce que l'alimentation répond aux besoins de la faim, mais elle peut répondre aussi aux besoins de se rassurer.
Elle peut répondre à plein d'autres besoins, ou au stress aussi, ou au manque de sommeil. Donc, à un moment, peut-être que c'est pas l'alimentation qu'il va falloir travailler. C'est peut-être une autre dynamique de notre vie qui va nous permettre finalement de retrouver une sérénité face à l'alimentation. Parce que souvent, hein, on résume l'idée que c'est une problématique des entrées et des sorties. Mais la problématique, c'est qu'est-ce qui déséquilibre ça? Et en fait, une fois qu'on trouve la cause et qu'on l'identifie, finalement, on est beaucoup plus impactant chez notre patient. Parce que tu vois, il y a par exemple des études, je sais que tu as fait une vidéo sur le sommeil, mais il y a pas mal d'études qui montrent que restreindre le sommeil, c'est consommer plus de calories. Et là, on se dit, mais c'est spontané, hein. C'est-à-dire qu'on restreint le sommeil des personnes, et spontanément, elles se mettent à manger plus de calories, alors même qu'elles dépensent exactement la même quantité d'énergie. Et donc là, c'est envisager l'idée que, mal dormir, c'est aussi potentiellement avoir plus faim. Donc, plutôt que de jouer vraiment dans l'assiette, même si on a une manière d'agir sur l'assiette, il faut peut-être d'abord jouer sur le sommeil. Et en fait, là, on se rend compte que tout est interconnecté. C'est ça qui est souvent compliqué à faire prendre conscience, hein. C'est pas qu'une question de manger des fruits et des légumes, c'est aussi une question d'envisager l'individu dans sa globalité et de se dire, qu'est-ce qui nous pose problème? Moi, j'avais un patient, en l'occurrence, qui avait beaucoup de stress au travail. Et en fait, ce stress faisait qu'il avait tendance à consommer des aliments pour se rassurer. Et en fait, la problématique, c'était pas tant l'alimentation. La problématique, c'était son travail. Et après, là, c'est à nous de passer la main, à dire, allez voir peut-être un psychologue du travail pour justement aller travailler avec lui sur les valeurs de votre métier. Est-ce que vous voulez changer de métier? Est-ce que vous pouvez changer de métier? Donc après, c'est 2 accompagnements, mais pour moi, je suis une porte d'entrée aux soins, mais global. Ou même des patients qui diraient, moi, je dors mal, je dors pas bien. Ouais, je sais pas, je suis tout le temps fatigué, etc. Allez faire une polysomnographie dans un centre du sommeil. Ça se trouve, vous faites de l'apnée du sommeil et vous le savez pas. Et du coup, auquel cas, c'est l'apnée du sommeil qui vous pose problème, c'est pas tant l'alimentation. Et dès qu'on résout l'apnée du sommeil, du coup, on peut résoudre aussi des problèmes alimentaires. Et des gens vont se mettre spontanément à maigrir, alors même qu'ils ont l'impression d'avoir rien modifié. Tout est interconnecté. C'est potentiellement les troubles de la prise alimentaire et certains comportements sont au final potentiellement un symptôme d'autres choses, et c'est d'où l'importance d'avoir une vision un petit peu plus holistique sur tout ça. Mais je dois tourner un épisode normalement avec un diète qui est spécialisé en troubles du comportement alimentaire. On va aborder un petit peu tous ces sujets-là. Je voulais redéfinir aussi 2 termes qu'on a pu utiliser un petit peu, mais aussi que les gens peuvent entendre pas mal quand on parle de sucre, c'est le terme d'index glycémique et le terme de charge glycémique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce qu'ils ont vraiment de la valeur? Est-ce qu'il y a des limites quand même qui sont importantes à connaître sur cela? Alors, l'index glycémique déjà n'est pas transposable dans la vraie vie. L'index glycémique, c'est un peu comme le Nutri-Score. Il n'a de sens que pour choisir un produit dans la même gamme de produits. Autrement dit, je me dis, je vais manger du pain. Je veux améliorer l'index glycémique du pain. Je compare les index glycémiques de pains différents. Et là, ça a du sens. Parce qu'en fait, l'index glycémique, c'est fait en laboratoire où on donne 50 grammes de glucides à travers un aliment et on observe la courbe, l'excursion glycémique. Donc finalement, ici, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est des conditions de laboratoire où on fixe la quantité de glucides qu'on apporte par l'aliment. Donc en fait, c'est tout le temps 50 grammes. Donc pour du sucre, ça reste 50 grammes. Pour du pain, ça va pas être 50 grammes. Pour de la carotte non plus. Donc l'index glycémique n'a de sens que pour comparer, on va dire, un produit au sein d'une même gamme, donc différents produits, de se dire, tiens, est-ce que ça vaut le coup? Un des revers de la médaille, c'est que pour les sucres, ça va nous attirer vers des sucres riches en fructose. Et tout à l'heure, j'ai dit que c'était pas forcément une très bonne idée. Donc ça, c'est un des freins, on va dire, un des revers de la médaille. Et il faut garder en tête que l'index glycémique se mesure en labo avec la consommation que de cet aliment. Donc c'est pas forcément très transposable dans la vraie vie. Donc maintenant, pour ce qui est de la charge glycémique, elle est beaucoup plus pertinente parce que cette fois-ci, on va adapter vraiment, on va dire, la vraie quantité d'aliments qu'on consomme. Et celle-ci, elle est beaucoup plus pertinente parce que finalement, des fois, à comparer des index glycémiques qui ne sont pas des mêmes produits, on va avoir un mauvais exemple. Typiquement, l'exemple que je donne à mes étudiants, c'est d'ailleurs une vidéo que j'ai fait sur YouTube, c'est par exemple quand on compare le riz basmati avec du potiron. Le potiron a un index glycémique plus grand que le riz basmati, donc on se dirait, faut manger du riz basmati et pas du potiron. Maintenant, si on en consomme 200 grammes dans tous les cas, dans la mesure où ils n'amènent pas la même quantité de glucides, la charge glycémique va être différente. Ce qui sous-entend que la charge glycémique se calcule comme étant l'index glycémique multiplié par la quantité de glucides que nous apporte l'aliment divisé par 100. Auquel cas, du coup, ça donne vraiment le vrai impact de cette consommation de cet aliment sur notre glycémie. Mais un des freins encore qu'on a, c'est que ici, on calcule la charge glycémique comme si on mangeait que cet aliment-là. Sauf que dans un repas, on mange jamais juste un aliment. Et ici, c'est un truc à garder en tête, donc de ce qui peut modifier l'index glycémique. Et typiquement, un truc qu'on connaît très bien en diète, qui modifie l'index glycémique ou la charge glycémique, c'est la mixité des repas. Par exemple, notre potiron, il suffirait de lui rajouter de l'huile pour diminuer encore plus son index glycémique, tout comme le riz d'ailleurs.
Et donc, en fait, c'est là où on s'aperçoit que finalement, mixer plein d'aliments ensemble va complètement modifier l'excursion glycémique qui va en découler. Donc, c'est une limite qu'on a vis-à-vis de cet outil. C'est un outil qui peut être intéressant, mais encore une fois, il ne faut pas rester sectaire dessus parce que il y a plein de choses qui vont faire varier, et notamment la mixité d'un plat. Le simple fait de rajouter de la matière grasse sur notre riz ou sur nos potirons va aussi modifier du coup l'excursion glycémique, parce que les lipides vont ralentir la vidange gastrique, et donc auquel cas va ralentir la possibilité d'avoir accès au glucose de cet aliment. Donc, c'est intéressant. Si on doit retenir une chose, c'est que l'index glycémique n'a de sens que pour comparer des produits au sein d'une même gamme. Autrement dit, je compare des pains entre eux, je compare des féculents entre eux, je compare des fruits entre eux, why not? Même si c'est un peu borderline pour les fruits, parce qu'ils sont pas forcément la même quantité de glucides. Et après, on peut découler de ça la charge glycémique, qui sera en fait finalement une adaptation de l'index glycémique par rapport à la vraie quantité d'aliments qu'on a consommé. Ça peut être intéressant aussi. Un des freins qu'on a, c'est que sur ce qu'on retrouve sur Internet, notamment pour les tables des lectures des index glycémiques, il y a à boire et à manger, et on a plein en fait qui sont un peu foireuses. Je m'explique. C'est-à-dire que quand c'est mesuré en labo, on donne lieu à un produit en particulier avec une note en particulier. Et si je prends l'exemple du miel, je trouve que c'est un très bel exemple. Il y a eu pas mal de littérature. Il y a un article scientifique où il y a 200 pages d'index glycémique de plein de produits différents, et à chaque fois il donne la marque. Et typiquement pour le miel, on peut avoir des miels qui ont un index glycémique bas, des miels qui ont un index glycémique modéré, ou des miels qui ont un index glycémique élevé. Ça dépend de la marque que vous choisissez. Alors que sur Internet, quand vous allez voir l'index glycémique du miel, il sera forcément fixé à une valeur. Il sera en fait une simplification encore trop importante de la réalité. Très important de savoir comment sont définis et comment sont faits justement en laboratoire ces choses-là. Ça permet de trouver quelques limites. Je pense qu'on a fait tout le tour. Enfin, moi, personnellement, j'ai abordé tous les sujets que je voulais aborder. J'aimerais juste qu'on conclue rapidement avec, comme d'habitude, si tu as 5 petits points importants à retenir de cet échange, enfin que les personnes doivent retenir de cet échange, et 5 conseils pour justement avoir une relation plus saine avec le sucre et pouvoir l'intégrer facilement dans son alimentation sans créer tous ces problèmes. C'est pas simple que tu me demandes. Alors, déjà, ce sera, à mon sens, de garder en tête que l'équilibre alimentaire, il se co-construit aussi avec du plaisir. C'est-à-dire de jamais opposer l'idée que si c'est bon, ça veut dire que c'est malsain, et qu'à l'inverse, si c'est pas bon, c'est sain. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, jamais opposer les deux, parce que finalement, en fait, on peut très bien cuisiner très bon et très équilibré. Donc ça, c'est, à mon sens, le premier conseil qui est assez important. Deuxième conseil, c'est méfiez-vous toujours des méthodes miraculeuses, parce qu'il n'existe pas de méthode miraculeuse, malheureusement. Je veux dire, la nutrition, ça fait très longtemps que c'est une discipline où on sait ce qu'il faut faire. La problématique, c'est pas tant de savoir, la problématique, c'est comment j'arrive à adhérer et comment j'arrive à me faire plaisir là-dedans. D'essayer finalement toujours aussi potentiellement, pourquoi pas, d'être une meilleure version de nous-mêmes, mais toujours se comparer à nous-mêmes par rapport à avant, et pas l'homme parfait qu'on devrait être. Et de toute manière, la perfection, on n'en veut pas. Gardez ça aussi en tête. Là, on est sur 3. Il m'en manque encore 2. Peut-être juste la part de sucre dans l'alimentation aussi, si jamais. Ouais. Alors, la part de sucre dans l'alimentation, ce sera, on a 2 recommandations qui coexistent ensemble. La première recommandation, c'est la recommandation française qui vous dit maximum 100 grammes de glucides simples hors lactose et galactose. Donc, on ne compte pas les sucres des produits laitiers et on va compter tous les sucres simples de tout ce qu'on consomme, aussi bien les fruits, les légumes que les produits industriels. Donc, dans cette part-là, il faudrait plutôt tendre vers les produits bruts plus que les produits industriels, mais on a le droit aussi de consommer un peu de produits industriels. Maintenant, si on envisage la recommandation sous l'angle de l'OMS, l'OMS, elle dit c'est 10% de l'apport énergétique total. Donc ça restreint un peu la quantité, mais il faut pas se faire avoir avec la recommandation, c'est que eux, ils ne comptent pas les sucres naturellement présents dans les fruits, les légumes frais et le lait. Donc c'est en fait la même recommandation, mais c'est juste qu'on décompte pas les mêmes choses. C'est, on va dire, 2 manières de savoir, parce que des fois, on a les 2 recommandations, on se dit mince, laquelle je dois prendre, ça, c'est pas du tout la même chose. En fait, si, c'est la même chose, c'est juste qu'on compte pas pareil. Sauf que là où, à mon sens, l'OMS est assez smart, c'est qu'elle va un peu plus loin. Elle dit dans l'idéal, il faudrait même être en dessous de 5%. Auquel cas, si on transpose par rapport à la recommandation française, ça voudrait dire max 50 grammes de glucides simples par jour. Donc c'est la moitié, hein. Et ces glucides simples, on doit les répartir avec aussi les fruits et les légumes. Donc finalement, si on consomme des fruits et des légumes, il y aura plus beaucoup d'aspects pour les petits produits sucrés. Et après, finalement, c'est aussi peut-être de se dire, où est-ce que j'ai envie de me faire plaisir? Moi, typiquement, si je prends mon exemple personnel,
j'ai été et je suis toujours un gros consommateur de café, sauf qu'avant je sucrais mon café. Donc un sucre, hein, entre 5 et 8 grammes de sucre, juste le petit sucre, et je devais boire des fois entre 5 et 10 cafés par jour. Je suis pas un exemple à suivre, hein, on est d'accord. Mais il n'empêche que si je consommais 10 cafés par jour et que je mettais un sucre à chaque fois, j'étais à 60 grammes de sucre juste à travers le café. Et en fait, je me rendais pas compte, mais ces 60 grammes-là me bouffaient les petits plaisirs que j'aurais envie de me faire. Et les petits plaisirs, ils venaient par-dessus. Hein. Donc c'est plutôt de se dire finalement, ça pour moi, ça n'a pas été difficile de l'enlever. Ce qui fait que du coup, les petits plaisirs maintenant ne sont plus au-delà des recommandations. Donc c'est peut-être de se dire, on va pas mettre tous ces œufs dans le même panier, et où est-ce que finalement on peut aller en enlever pour pouvoir se faire plaisir par ailleurs avec un gâteau sucré, avec un petit bonbon de temps en temps, du chocolat, peu importe, mais c'est finalement de se dire, voilà, je ne dois pas cumuler tout. C'est plus dans ce sens-là. Et dernier petit conseil, pour vis-à-vis de la consommation de sucre, méfiez-vous tout le temps de l'opposition entre le naturel et l'industriel. Il n'y a aucune distinction à avoir sur le sucre. Moi, je fais toujours marrer les étudiants avec ça, parce que c'est un cours que je donne sur les glucides. Je leur dis, le sucre qui soit bleu, blanc, licorne, arc-en-ciel, agave, coco, on s'en fout, du sucre, c'est du sucre, merde. D'accord? Donc c'est l'idée que c'est pas parce qu'il est naturel qu'il est bon. Souvent, je leur donne l'exemple, je leur dis, mais la cocaïne aussi, c'est naturel, non? Et là, ils se meuvent tous parce qu'ils disent, oui, c'est extrait de la coca, et il y a rien de bon à consommer cette drogue. On est bien d'accord. Donc, c'est de se dire, c'est pas parce que c'est naturel que c'est forcément bon pour notre santé. Tout de même, en excès, ça va potentiellement poser problème. Donc, ne jamais opposer du sucre de coco, c'est pareil que du sirop d'agave, qui est pareil que du sucre blanc, et qui est pareil même que du glucose industriel fabriqué avec de l'industrie. C'est la même chose. La composition du sucre sera un peu différente, mais quand on lui donne le côté naturel, on s'en méfie moins, et donc on a tendance à en consommer plus. Et en fait, c'est le revers de la médaille. Hein. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui se font avoir avec l'idée du naturel versus industriel. Le corps ne fait pas de distinguo. Je me souviens toujours, j'ai eu cette question en fait sur une présentation grand public sur le fructose. Un monsieur qui lève la main qui me dit « Mais le fructose qu'on a dans le coca, c'est quand même pas le même qu'on a dans le fruit. » Et là, je me suis dit « Oui, c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est pas la même chose, parce qu'il y en a un qui est naturellement fabriqué par le fruit versus un qui est fabriqué dans une cuve. D'un point de vue physiologique, c'est stricto sensu identique. Donc, naturel ou pas naturel, c'est même pas un débat pour moi. C'est un point très important. Je pense qu'il fera jaser certains qui veulent tout diaboliser tout le temps, mais je pense que c'est vraiment important de se rendre compte. Et c'est pas pour autant qu'on dit buvez du coca, c'est exactement pareil que boire des fruits. Manger des fruits, pardon. Ok, écoute, je te remercie beaucoup. Je vais couper l'enregistrement et puis je tiens juste 30 secondes le temps que ça finisse dans. Ouais, vas-y. D'enregistrer. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Vous avez maintenant des outils pour prendre soin de votre santé au quotidien. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre 5 étoiles. Nous, on se retrouve dans 2 semaines. Ciao.